les têtes de... Okay. Donc, une équipe qui travaille surtout sur la physico-chimie des eaux, hein, le volet physico-chimie de la qualité, pas le volet hydromorphologique. Là, les gestionnaires font ça très bien de terrain. Les géographes aussi, donc chacun sa spécialité. Et on a documenté un certain nombre de problématiques propres à notre zone de tête de bassin versant, hein, sur la partie socle. Hein, on est surtout intervenu sur Saint-La. Pour documenter un certain nombre de dérives de qualité au niveau notamment des substances, alors au sein du laboratoire d'azote, de phosphore, de nutriments, avec des conséquences sur l'eutrophisation. Et puis, en particulier dans mon équipe, on s'intéresse plutôt à ce qu'on appelle les micropolluants. Pour faire simple, les métaux lourds, les pesticides, les résidus de médicaments, les hormones, enfin, tous les produits qu'on peut rejeter, que l'homme peut rejeter de la vie moderne à très faible concentration dans les eaux. Et qui peuvent poser un certain nombre de problèmes, connus ou pas, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux encore connus et clairement identifiés. Voilà, donc les résultats que je vais vous présenter, c'est aussi les résultats de mes collègues que je cite aussi sur cette diapositive, de collègues titulaires qui sont maîtres de conférences ou professeurs, ingénieurs de recherche, mais aussi doctorants ou ingénieurs contractuels, puisqu'on fonctionne de plus en plus dans l'université avec des contractuels. Voilà, donc le laboratoire dont je fais partie s'appelle maintenant Eudelim. Vous avez pu le connaître sous d'autres noms pour les plus anciens, le nom de Pérenne, le nom de Grèze aussi, ou laboratoire des sciences de l'eau pour les encore plus anciens. D'accord, un laboratoire qui a changé de nom, qui a grossi petit à petit, et aujourd'hui on est une quarantaine de titulaires au sein de l'université de Limoges, côté sciences dures. Et une vingtaine de contractuels. Donc un laboratoire qui est autour de 60 personnes qui travaillent sur les problématiques de qualité d'eau, de traitement de l'eau au sein de l'université de Limoges. Et depuis le 1er janvier, j'en assure aussi la direction pour remplacer l'ancien directeur qui, d'ici 2-3 ans, va partir à la retraite. Voilà. Donc ce soir, comme l'a dit Guillaume, il y a un an, j'avais parlé de problèmes généraux de qualité d'eau en zoomant sur quelques problématiques locales par rapport aux activités, donc l'impact de la forêt, l'impact de l'assainissement, des choses comme ça, et puis ce qu'on pouvait retrouver dans nos autres têtes de bassin, et potentiellement les conséquences que ça pouvait avoir, ou là aussi, comment on pouvait traiter ces problématiques. On avait discuté avec Guillaume et on s'était dit qu'on pourrait parler aussi des pesticides, qui quelque chose qui ressurgit régulièrement dans l'actualité, souvent avec, malheureusement, vu de mon côté scientifique et je dirais de technicien assez bien documenté, j'en ai la prétention, des fois avec un certain nombre d'inexactitudes qui font que le problème n'est pas clairement mis devant, je dirais, les gens et ainsi ne peuvent pas forcément se faire un avis objectif. D'accord, bon, c'est comme ça. Chaque groupe de pression autour des enjeux pesticides voit midi à sa porte. Je vais essayer ce soir de vous donner un certain nombre d'éléments le plus objectifs possible pour que vous puissiez de vous-même vous faire votre propre opinion. Alors, pesticides, qu'est-ce qu'on entend par pesticides? Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de Zoom, même si je le fréquente depuis 2 ans et un certain nombre de réunions. Alors, il faut que j'arrive à faire défiler mon diapo. Bon. Alors, je vais passer avec la frame. Donc, je ne suis pas en mode diaporama, c'est pour ça que ça ne défile pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pesticides? Déjà, pesticides, on a différents synonymes ou des choses qu'on peut qualifier de synonymes. On parle de pesticides, de produits phytosanitaires, de produits phytopharmaceutiques. Tout ça, c'est à peu près la même chose. C'est quasi synonyme. Mais quand on cherche une définition exacte de ces termes-là, on a toujours du mal à en trouver et elle est souvent... on va dire, propre à chaque domaine qui a trait à ces substances-là. Par contre, on peut trouver un certain nombre de points communs dans toutes les définitions que j'ai essayé de référencer ici. Donc, c'est des substances chimiques qui sont naturelles ou de synthèse, c'est-à-dire fabriquées par l'homme, qui sont des substances qui sont censées lutter contre des espèces animales, végétales ou autres, bactériennes, qui sont considérées par l'homme comme nuisibles. J'insiste bien, considérées par l'homme comme nuisibles. D'accord. Mais on met aussi là-dedans un certain nombre de substances chimiques qu'on utilise aujourd'hui pour réguler la croissance des végétaux, pour réguler le nombre de fruits sur un arbre, etc., etc. Ce sont des substances que globalement on utilise dans des produits destinés à l'alimentation, alors qu'elles soient humaines ou animales, mais aussi, vous allez le voir, ça complexifie pas mal les choses, c'est des substances qu'on retrouve aussi dans le traitement des bois, dans le traitement des toitures, comme en agent anti-mousse.
Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a un volet réglementaire associé à ces substances-là important et que toutes, pour être commercialisées, ont besoin d'une autorisation de mise sur le marché après l'avis scientifique de l'ANSES notamment, et derrière les arrêtés d'utilisation qui suivent par les ministères de tutelle. D'accord. Donc tout ça, c'est un dossier qui est formaté avec dedans un certain nombre de renseignements à apporter par la société, la firme qui souhaite faire homologuer un produit à usage phytosanitaire. Alors, comment parler des produits phytosanitaires? Alors nous, dans le domaine, je dirais, de la chimie et de la qualité des eaux, on peut très bien utiliser les familles chimiques, parce que c'est ça quand même qui va nous servir à les analyser, à les mettre en évidence dans les différentes matrices, que ce soit l'eau, les aliments, les sédiments, etc., etc. Hein, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, quand on va vous parler d'urée substituée, de triazine symétrique ou autre, derrière tout ça, c'est du langage, du charabia qui n'est pas forcément accessible. Alors, on va plutôt parler en famille d'usage, où là, on arrive assez facilement à visualiser vers quel type d'organisme ces substances chimiques sont dirigées. Alors, vous allez retrouver dans les pesticides différentes familles d'herbicides dirigés contre ce qu'on qualifie de mauvaises herbes, hein, ou les agronomes d'Aventis, les champignons microscopiques avec des fongicides qui sont censés lutter contre, les insecticides contre un certain nombre d'insectes et d'arthropodes, mais aussi on va retrouver les acaricides, les antibactériens, etc., etc. Je ne vais pas vous lire la liste, mais il faut bien comprendre que souvent, il y a là aussi dans la presse, quand on lit des articles, il y a de la confusion. On parle des pesticides et des herbicides, alors que tout simplement, les herbicides sont une des catégories d'usage des produits phytosanitaires, autrement dit les pesticides. Quelques petites nuances là aussi, comme je l'ai dit, quand on parle de produits phytopharmaceutiques, on a tendance à y inclure dedans les substances de régulation, mais aussi les substances qui sont aujourd'hui utilisées pour faire de la lutte, on va dire, plus biologique, hein, notamment les substances de confusion sexuelle, comme les phéromones. Donc, des noms qui sont beaucoup plus accessibles et qui illustrent l'étendue des molécules en termes d'action que l'on peut utiliser aujourd'hui dans ces produits-là. Alors, si on fait un bref historique, là aussi, j'en avais parlé brièvement l'autre fois, au final, l'utilisation des produits phytosanitaires ne date pas d'hier, hein, mais il y a fort longtemps, hein, on remonte à l'Antiquité, avec un certain nombre d'éléments chimiques déjà identifiés qui étaient utilisés pour leurs propriétés toxiques, hein, notamment le soufre ou l'arsenic. Au Moyen-Âge, c'est la grande révolution et notamment des poisons, hein, avec là aussi un certain nombre d'alchimistes qui sont capables d'utiliser des plantes qui contiennent des substances naturelles. Hein, beaucoup de molécules qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie de tous les jours ont à la base, pour un certain nombre d'entre elles, une origine naturelle et sont extraites de plantes. Et même à l'époque, si en chimie, on avait des connaissances qui sont loin d'être celles qu'on a aujourd'hui, on était capable d'identifier des plantes, d'en faire des décoctions et de transformer une plante en un concentrat qui concentrait une molécule à effet létal contre un certain nombre d'organismes, humains y compris. C'est à partir du 19e siècle que la chimie, notamment la chimie la chimie minérale, hein, donc la chimie des éléments, hein, celle que vous retrouvez dans la classification périodique des éléments, progresse énormément. Et c'est là qu'on met au point une solution de cuivre dans un milieu carbonaté, hein, qu'on appelle plus communément la bouillie bordelaise et qui a des propriétés de lutte contre un certain nombre de champignons microscopiques. Malheureusement, la Première Guerre mondiale arrive et la Première Guerre mondiale, c'est la révolution de la chimie organique et une chimie organique qui était plutôt destinée à fabriquer des molécules de synthèse en recherchant là aussi des effets contre l'homme, hein, autrement dit des gaz de combat. Et les travaux menés pendant la Première Guerre mondiale qui se poursuivent dans l'entre-deux-guerres sont très riches en synthèse de molécules et notamment de molécules qui ont des capacités, là aussi, létales contre un certain nombre d'organismes, humains y compris. Et on commence, là aussi, au-delà des gaz de combat ou des recherches sur les gaz de combat, à avoir des idées d'utilisation autres, notamment en agronomie, des substances de synthèse qui commencent à bien progresser en termes de fabrication dans l'entre-deux-guerres et proche de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale arrive, ça met un frein à tout ça. Il n'y a pas eu d'emploi de substances chimiques comme durant la Première Guerre mondiale à destination humaine.
Et on a, post-Seconde Guerre mondiale, un besoin, je dirais, de moderniser l'agriculture, de pouvoir répondre aux besoins, on va dire, de nutriments, d'aliments pour l'homme. Et on commence à généraliser l'emploi de pesticides qui sont vraiment vus comme une révolution importante et qui font croître les rendements agricoles nécessaires au rétablissement d'une bonne partie de la planète. Hein. Et donc, ça aussi, il faut y penser parce que ça, c'est pas si loin que ça encore, la post-Seconde Guerre mondiale. Hein. Comme je dis souvent à mes étudiants quand je parlais avec mes grands-parents, hein, la Seconde Guerre mondiale et les famines ou les privations ne se sont pas arrêtées au 8 mai 45, mais ont à peu près continué une dizaine d'années, hein, notamment dans les campagnes françaises. Et donc, on a là aussi, avec ces arrivées de produits phytosanitaires, notamment des firmes américaines, une révolution de l'agriculture qui commence à se produire en France et des rendements qui deviennent miraculeux et qui permettent, là aussi, il ne faut pas l'oublier, de se relever de toutes les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. D'où encore une image pour certaines personnes qui ont un certain âge aujourd'hui assez favorable sur ces produits. Quand on regarde tout ces historiques, on est capable aujourd'hui dans les laboratoires de recherche de le retrouver quand on va carotter des sédiments dans des plans d'eau et on est capable de voir en datant les phases sédimentaires dans les carottes, hein, à partir en général de radioéléments, on est capable en parallèle, en analysant les produits phytosanitaires que l'on retrouve, hein, de regarder l'accumulation par tranche, par historique de différents phytosanitaires dans les carottes de sédiments. Hein, vous voyez qu'ici, on va retrouver d'abord les pesticides à base de produits minéraux, la bouille bordelaise, un autre à base de manganèse. Et puis, plus récemment, à partir des années 60, certains composés organiques. Et puis, après, au fur et à mesure que certains apparaissent, vous voyez qu'ils s'accumulent beaucoup plus tard dans les phases sédimentaires les plus récentes. D'accord. Donc, un historique d'utilisation des phytosanitaires qui prend l'ampleur post-Seconde Guerre mondiale, mais qui existe depuis fort longtemps. Alors là aussi, des choses qui sont assez confuses, là aussi, quand on lit des articles de presse grand public, c'est la confusion entre la molécule active de pesticides. Alors j'ai pris un exemple ici qui n'est pas innocent, qui a souvent fait l'actualité, que tout le monde connaît au moins de nom, hein, le fameux glyphosate. Donc vous voyez la formule chimique qui est en bas, hein, qui n'est pas une molécule très compliquée, hein, c'est tout simplement un aminoacide, c'est-à-dire un constituant qui rentre dans les protéines, et c'est l'aminoacide le plus simple, c'est la glycine, et qui est tout simplement modifié par l'ajout d'un groupement phosphate, ici quelque chose de tout simple. Hein, et donc le glyphosate, qui initialement est une molécule synthétisée pour faire un agent anti-tartre dans les canalisations, du fait de son groupement phosphate qui était capable de fixer le calcium, qui a aussi, du fait de son origine chimique, montré ses propriétés antibiotiques, hein, comme quand vous prenez de l'amoxicilline ou autre pénicilline. Hein, c'est un des autres brevets sur le glyphosate. Le glyphosate a 3 brevets, les agents anti-tartre, l'antibiotique, donc vous pouvez être amené à prendre du glyphosate. Hein, et un troisième brevet, le plus récent, qui est sur son usage comme toxique pour les plantes, hein, son usage phytosanitaire. Donc ça, c'est la molécule mère, hein, qui va se retrouver au final dans ce qu'on appelle une solution commerciale, une formulation commerciale, hein, que vous connaissez sous ces noms commerciaux. Alors, j'allais citer quelques-uns ici, le fameux Roundup, hein, qui est on va dire la solution commerciale originale du glyphosate, et ensuite un certain nombre d'autres formulations commerciales, hein, dont j'ai fait des captures, je dirais, des flaconnages, et qui sont au final aussi des solutions de glyphosate. Donc, dans ces formulations commerciales que vous achetez, vous retrouvez cette fameuse substance active, hein, qui est présente en principe à des concentrations entre 10 et 40%, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Hein, c'est-à-dire que sur 100 éléments que vous allez retrouver dans la suspension, vous en avez de 10 à 40 qui est vraiment la molécule active de pesticides. Et à côté de ça, vous avez un certain nombre d'adjuvants et de solvants qui permettent de solubiliser la molécule pour la répandre, mais aussi qui renforcent son efficacité. Et dans le cas du glyphosate, quand on regarde d'un peu plus près la littérature scientifique, ce n'est pas forcément le glyphosate qui est toxique en tant que tel, mais c'est certains adjuvants qui sont des secrets industriels. Hein. Autant la molécule de glyphosate, le brevet est tombé. Par contre, les adjuvants que vous avez dedans sont propres à chaque industriel. Hein. Et donc, ça serait certains adjuvants qu'on ne recherche pas, hein, dont on ne connaît pas forcément l'origine,
qui présenterait des capacités, des propriétés CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Alors, le glyphosate, j'ai pris ça de la base nationale de vente des produits phytosanitaires, qui est la base qui permet de percevoir la taxe sur les produits phytosanitaires, mais qui est une magnifique base de données pour connaître ce qui est vendu comme produit phytosanitaire à des échelles relativement fines. Donc là, ici, j'ai pris l'échelle de la Haute-Vienne, et vous voyez que les ventes de glyphosate, qui étaient autour de 25 tonnes an, depuis les polémiques sur le glyphosate, ont tendance à chuter, et aujourd'hui, on tombe vers 15-17 tonnes de ventes de glyphosate par an au niveau du département de la Haute-Vienne. Voilà. Donc ça aussi, on confond pas mal de choses, et quand on parle, au lieu de pas de glyphosate, on parle de Roundup, et alors qu'il y a beaucoup d'autres formulations commerciales, j'en ai cité quelques-unes, qui contiennent cette molécule-là. Alors là aussi, des choses sur les usages des produits phytosanitaires qui sont là aussi des fois ignorés ou oubliés. C'est que les usages phytosanitaires sont souvent associés aux usages agricoles. Alors, si on regarde les usages en termes de tonnage, c'est vrai qu'environ 90% des tonnages utilisés en France sont pour des usages agricoles. Les chiffres varient légèrement d'une année à l'autre, mais autour de 90% à, je dirais, plus ou moins 2% près. Mais on a à côté de ça les usages agricoles, donc qui dit non agricoles, qui sont les 10% autres, et qui sont les usages faits par les gestionnaires de grandes infrastructures, notamment le réseau ferré de France, qui va traiter une fois au printemps et suivant les années, une deuxième fois à l'automne, ces voies ferrées avec des trains spécialisés. C'est encore les collectivités qui, malgré beaucoup de restrictions, sont autorisées encore à traiter certaines surfaces. Et c'est les particuliers qui, normalement, ne peuvent plus acheter depuis peu de temps des produits phytosanitaires, mais on a encore des stocks dans les armoires, mais aussi, on va dire, des stocks qui s'échangent avec des gens qui en détiennent encore. Et donc, vous voyez ici, c'est des photos prises dans la région il n'y a pas très longtemps, des désherbages qui sont dans nos campagnes, qui ne sont sûrement pas des désherbages à la main. Voilà. Alors, l'étonnage, c'est une chose utilisée, mais ce qu'il faut aussi considérer, puisque c'est mon domaine d'activité, c'est l'impact au niveau des milieux aquatiques. Et on se rend compte qu'au final, même si les usages non agricoles représentent que quelques pourcents, les impacts sur la qualité des eaux sont loin d'être négligeables. Autour de la trentaine de pourcents des pesticides que l'on peut retrouver dans l'eau sont potentiellement des usages non agricoles. Alors, ces chiffres peut-être évolueront dans les années à venir, puisque les usages non agricoles ont tendance à être pas mal réduits. Mais ces chiffres-là, il faut les avoir en tête, puisque pas mal de produits phytosanitaires qu'on retrouve encore dans l'eau ou en produits de dégradation ont été utilisés il y a plusieurs années. D'accord. Donc, ça vaut le coup quand même de travailler sur les usages non agricoles pour réduire l'impact au niveau des eaux. Et quand on a des publics clairement identifiés comme le réseau ferré de France, on peut travailler avec. Après, les collectivités et les particuliers encore plus, c'est quand même des choses plus diffuses sur lesquelles on a des fois un peu plus de mal à avoir des actions efficaces. Alors, en termes d'action efficace, vous avez sûrement tous entendu parler des lois Grenelle, des lois de Jean-Louis Borloo et de Nathalie Susco-Morisset, des lois qui, en matière d'environnement, comme je dis souvent aux étudiants, sont pour moi les dernières lois vraiment ambitieuses en termes d'environnement qu'on a eues en France jusqu'à présent, donc des lois qui commencent à dater maintenant un petit peu, qui étaient tout azimut. Et dans lesquels il y avait un volet sur la réduction des produits phytosanitaires que l'on retrouve dans les fameux plans éco-phyto, qui ont pas mal évolué au fur et à mesure des années et qui étaient censés initialement à l'horizon 2018 de réduire en France la moitié des tonnages utilisés en produits phytosanitaires. Malheureusement, vous allez voir, on est bien loin de cette réalité, mais on a quand même un certain nombre, je dirais, de succès. C'est toujours pareil, dans les plans d'action, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais bon, autant essayer de regarder un petit peu quand même le verre à moitié plein, c'est toujours ça de fait. S'il n'y avait pas eu ce plan-là, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Donc, on a quand même retiré un certain nombre de substances qui étaient préoccupantes pour l'environnement ou pour la santé humaine. On a quand même forcé tous les utilisateurs professionnels, donc les vendeurs, les pépiniéristes, les agriculteurs, etc., à faire des stages de formation sur l'usage des phytosanitaires, et l'obligation d'obtenir le certificat pour pouvoir utiliser ces produits-là.
Et on a aussi les fermes défis, qui sont des fermes expérimentales qui sont censées expérimenter des nouvelles approches pour réduire les produits phytosanitaires. Et on verra que, mine de rien, ça peut apporter un certain nombre de résultats. Sur les usages non agricoles, ben là aussi, pas mal d'actions. Sûrement que le PNR en a aussi mené, avec de la communication auprès des jardiniers amateurs, avec des labels pour les collectivités. Et depuis 2014, la loi Labbé, qui avait pour but d'interdire ou de limiter fortement les usages non agricoles des produits phytosanitaires, ce qui avait son importance parce que vous avez vu que c'était quand même un impact sur les milieux aquatiques relativement important par rapport au tonnage utilisé. Et donc, une interdiction de vente aux particuliers il y a 3 ans, à partir du 1er janvier 2019, et puis les collectivités, normalement, à partir du 1er janvier de cette année, ne peuvent plus utiliser les produits phytosanitaires que dans certaines conditions sur certains terrains de sport. Donc, là aussi, pas mal de progrès et un accompagnement nécessaire au niveau des collectivités pour les amener à s'équiper, à travailler autrement, et puis des fois aussi à convaincre monsieur, madame, tout le monde à laisser pousser quelques brins d'herbe sur les trottoirs ou dans les cimetières, ce qui n'est pas forcément très gênant et voire qui peut être un habitat pour la biodiversité. Alors, si on regarde là aussi quelques données sur les produits phytosanitaires, on a à peu près commercialisé à l'instant T autour du millier de substances actives. Ça évolue entre 900 et 1000. Donc, des substances sont interdites, d'autres nouvelles apparaissent. Des substances sont réduites en termes de possibilités d'usage. La réglementation en termes de phytosanitaire, c'est quand même assez complexe. Si certains d'entre vous s'en occupent, il faut quasiment lire au jour le jour, je dirais, ce qui est utilisable comme produit phytosanitaire et sur quoi, surtout, on peut l'utiliser, voire dans quelles conditions on peut l'utiliser. Certains produits phytosanitaires, vous avez le droit, sur certaines cultures, de les utiliser qu'une fois tous les 2 ans, par exemple. C'est relativement complexe et on a très vite fait, des fois, de louper une réglementation ponctuelle qui vient de sortir. Sur à peu près les 1000 molécules actives que l'on a d'identifiées, on a à peu près 100 fois plus de spécialités commerciales. Et à l'échelle mondiale, on a à peu près 3 millions de tonnes de produits phytosanitaires vendus à l'année. J'ai essayé de prendre des chiffres les moins polémiques possibles. Et là-dessus, forcément, on peut regarder la quantité de produits phytosanitaires vendus à l'année, mais aussi on peut mettre ça en vis-à-vis au niveau des surfaces agricoles. Ce qui change pas mal la donne. On voit que la France, quand même, en termes de tonnage de produits phytosanitaires utilisés, relativement en bonne place, on va dire dans le top 5, top 6 mondial. Et si on remet ça en vis-à-vis de la surface agricole, on tombe sur des quantités de pesticides utilisés à l'hectare de l'ordre de 2,5 kg. Et là, vous voyez qu'on peut avoir des produits qui sont plus bas dans les classements, mais qui ont des doses d'usage à l'hectare qui sont nettement plus importantes. Alors là aussi, c'est peut-être dû aussi aux cultures, c'est dû aux habitudes, etc. etc. D'accord. Donc, des chiffres très variables à l'échelle mondiale et une France qui, je dirais, quand on regarde un peu plus près ces chiffres-là, notamment avec cette fameuse base nationale des ventes des distributeurs, qui se transforme en véritable base de données que nous, scientifiques, on utilise pour mieux guider ce qu'on peut faire dans nos recherches ou pour mieux connaître ce qui est utilisé sur les territoires. Bon, on a à peu près 500 molécules actives qui sont vendues à l'instant T en France pour un peu moins de 3000 formulations commerciales. Donc ça, c'est des données issues de la BNVD. Et on est, par rapport aux données que je vous ai présentées sur la slide précédente, un peu plus faible en termes d'utilisation. On est autour à peu près de 68 000 tonnes utilisées par an de produits phytosanitaires. Tout ça représente pour l'industrie agrochimique un chiffre d'affaires d'un peu moins de 2 milliards d'euros. Donc, vous pouvez comprendre des fois les enjeux qu'il y a derrière tout ça, puisque le chiffre d'affaires de l'agrochimie est quand même relativement important. Si on regarde les données sur la réduction, les utilisations des produits phytosanitaires, là aussi, malheureusement, le plan Ecophyto en tant que tel n'a pas pour le moment apporté de solution à la réduction de l'usage des phytosanitaires. On n'a pas de résultats significatifs dedans. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut peut-être pas voir ce verre à moitié vide, il faut peut-être regarder le verre à moitié plein. C'est que même si on n'a pas pour le moment de résultats, le travail avance et on commence aujourd'hui, notamment dans les fermes défis, à avoir ou à dessiner des possibilités de baisse des usages qui fonctionnent. Donc, j'en ai répertorié quelques-uns.
hein, dans les filières grandes cultures, hein, c'est-à-dire les cultures de céréales. Culture de céréales qu'on retrouve aussi dans les zones de polyagriculture élevage sur nos territoires. On est capable de réduire sans baisse de rendement les usages des phytosanitaires de 14%. En maraîchage, on est capable de baisser quasiment de moitié l'usage des phytosanitaires sans altérer les rendements. En arbo, du quart. En viticulture, de la vingtaine de pourcents. Donc, je dirais que les expérimentations ont mené leurs fruits. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, voilà, on a peut-être travaillé depuis 2007 sans forcément de résultats probants. Maintenant, il y a eu de l'expérimentation de fait, grandeur nature sur les exploitations défis, et on est capable, si on le veut, si on le souhaite, de pouvoir, sans mettre en péril les productions agricoles, de baisser l'usage des phytosanitaires et de commencer à aller rencontrer les objectifs du plan éco-phyto. Bien sûr, tout ça, ça va être en accompagnant les filières, puisque on a quand même des nouveaux équipements nécessaires, on a des nouvelles pratiques nécessaires, et donc forcément, il y a des compensations sûrement à trouver pour pouvoir arriver à ces résultats-là à beaucoup plus grande échelle que simplement dans l'expérimentation. Alors, si on regarde en termes de qualité des eaux au niveau français, hein, j'ai repris là aussi des données qui sont peut-être un chouille anciennes, hein, mais malheureusement, on reste dans les grandes tendances. Hein, c'est que on a énormément de cours d'eau de surface qui sont dans lesquels les phytosanitaires sont présents, et notamment une vingtaine de pourcents dans lesquels la présence de phytosanitaires est plutôt très préoccupante. On arrive quasiment à une moitié où la présence de phytosanitaires est significative. Sur les eaux souterraines, on a un peu moins d'eau contaminée parce que tout simplement, suivant la profondeur à laquelle elles se trouvent, elles peuvent être potentiellement protégées. Je dis bien potentiellement protégées. Hein, ça ne sera peut-être pas le cas dans 10 ou 20 ans, hein, avec les problèmes de certaines molécules que l'on a aujourd'hui et leur mobilité. J'en parlerai à la fin de cet exposé. D'accord. Donc, pas mal d'eau qui sont contaminées par les produits phytosanitaires d'origine agricole, mais il ne faut surtout pas le perdre de vue, d'origine non agricole. Alors, si on regarde un petit peu des choses un peu pointues, le devenir des phytosanitaires dans l'environnement et ce qu'on va retrouver dans les eaux va être le facteur de pas mal de choses. Alors, d'abord, les caractéristiques physico-chimiques des molécules. Là aussi, j'en parlerai un tout petit peu. Je ne vais pas rentrer dans des détails un peu complexes, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Hein, on est aussi tributaire dans la contamination des eaux des conditions d'utilisation, hein, d'où l'intérêt de former les gens aux bonnes pratiques d'utilisation, mais aussi d'entretenir le matériel et d'avoir un matériel certifié pour l'épandage. Mais c'est aussi malheureusement des choses beaucoup plus dures à contrôler, hein, qui sont des causes naturelles, notamment la climatologie. Hein. On peut essayer d'anticiper le temps, mais on a fait des prévisions météorologiques qui ne sont quand même pas fiables énormément au-delà de 5 jours. Hein, la nature des sols, pareil, on ne peut pas avoir beaucoup d'impact sur des sols qui sont plus ou moins perméables. Là aussi, la proximité des réseaux hydrographiques et des annexes hydrauliques est importante, et on est dans une région ici de tête de bassin où vous le savez tous, que le réseau hydrographique est très dense. Hein, vous allez le voir sur les cartes qui sont dans quelques slides, et où on a énormément de parcelles qui comportent une zone humide, et donc tout ça est relié. Et donc, il est très compliqué pour quelqu'un d'utiliser les phytosanitaires, même en faisant présentation, de ne pas forcément directement toucher le réseau hydrographique ou ses annexes hydrauliques. Alors, ce qu'il faut penser aussi, pardon, je vais un peu vite en besogne, j'ai oublié la deuxième partie de ma diapositive. Alors, tous ces comportements-là, chaque molécule, hein, vous allez le voir, j'ai quelques dessins dans la suite, elles ont en fin de compte un certain nombre de caractéristiques physico-chimiques, hein, qui nous permettent d'anticiper le comportement de l'environnement. Vous allez entendre parler de KOW, de KOC, de solubilité, de pH. Hein, bon, tout ça, c'est un peu affaire de spécialistes. Mais pour les gestionnaires de terrain, pour essayer de mettre en évidence sur un territoire les molécules prioritaires en termes d'action, hein, celles qui sont le plus préjudiciables à l'environnement, vous avez un logiciel qui a été remis au bout du jour par l'INERIS, hein, qui est un vieux logiciel, qui permet de faire automatiquement tout ce qu'on peut faire à la main quand on est un peu expert dans le domaine. C'est-à-dire que le logiciel CIRIS va vous reprendre ces constantes de comportement des molécules, va y ajouter aussi des jeux de données sur la toxicité aiguë des molécules, et vous allez compléter ceci par les quantités utilisées sur un territoire en allant chercher les données dans la BNVD, alors qu'il y a une base de données qui n'est pas publique. Il faut demander l'accès et avoir une bonne raison d'y avoir accès. Mais en tant que gestionnaire de milieu ou professionnel de l'eau, tout comme moi, vous pouvez avoir accès à cette base-là. Et la moulinette CIRIS sur le site de l'INERIS
va, en rentrant les données issues de la BNVD, vous classer sur un territoire les molécules prioritaires, et qui ne sont pas forcément les molécules les plus vendues, hein, mais qui sont les molécules soit les plus mobiles, soit les plus toxiques, et sur lesquelles il faudrait essayer d'avoir une action rapidement pour essayer de limiter les impacts environnementaux de manière significative. D'accord ? Je vous montrerai quelques exemples. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les produits phytosanitaires, quand ils vont être utilisés en environnement, hein, par des usages agricoles ou non, vont se disperser, se répartir entre le sol, l'eau et l'air. Et vous pouvez avoir des mécanismes d'échange dans ces trois grands compartiments qui peuvent poser problème. Alors, je cite l'exemple du prosulfocarbe, qui est un herbicide, donc vous voyez la formule chimique qui est ici, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est pas mal décrié en ce moment, parce que c'est un pesticide relativement volatile et qui, lors de ses utilisations, lors de son épandage, peut se volatiliser facilement et retomber à quelques centaines de mètres de là où il est utilisé. Et notamment aller des fois contaminer des cultures qui sont en biologique, hein, qui sont en agriculture biologique, et d'avoir ces cultures-là contaminées par un pesticide alors qu'il est utilisé à quelques centaines de mètres de là. D'accord. Alors, on peut avoir des migrations beaucoup moins significatives à beaucoup plus grande échelle de d'autres pesticides, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait des carottes glaciaires, ben là aussi, on arrive à avoir un certain nombre de contaminations de produits organiques du fait d'une faible partie ou d'une très faible partie de beaucoup d'autres molécules qui passent dans l'air. Donc ça aussi, il ne faut pas perdre ça de vue qu'un pesticide va se répartir entre le sol, l'eau et l'air. Et ça peut expliquer des fois des résultats qu'on peut avoir d'atypiques. Alors, si je rentre un petit peu dans le détail, les pesticides, ce sont des produits organiques, hein, avec des formules chimiques, comme vous pouvez le voir ici, hein. Vous pouvez voir sur le haut de la diapositive des triazines symétriques. Vous connaissez au moins de nom l'atrazine, hein, qui a quand même fait parler beaucoup d'elle, qui est un herbicide énormément utilisé jusqu'en 2003 et son interdiction. Hein, et puis, l'atrazine avait des petits sœurs et des petits frères, la cymazine, la cyanazine, qui ont la même structure chimique et quelques substitutions différentes. Et donc, quand on va utiliser un pesticide en usage agronomique ou en usage particulier, cette molécule-là, dans l'environnement, va se dégrader et générer, comme vous le voyez ici, un certain nombre de molécules intermédiaires jusqu'à arriver à une minéralisation totale de la molécule. Et tous ces sous-produits de dégradation, hein, qui sont des dégradations qui sont faites par voie biologique ou par voie tout simplement abiotique, hein, et pour beaucoup de molécules par voie abiotique, sans l'intervention de la biologie, sont ce qu'on appelle des métabolites ou des sous-produits. On emploie souvent en français le nom de métabolites. Et donc, ces métabolites, vous allez voir, ce sont des nouvelles molécules chimiques qui ont leur propre comportement. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de voir, c'est le comportement de ces sous-produits de dégradation au-delà des molécules mères, hein, qui sont en haut, qui se dégradent plus ou moins rapidement. Et les molécules modernes, aujourd'hui, ont tendance à se dégrader très rapidement. Hein, alors que des molécules plus anciennes, comme l'atrazine, la cymazine, vous le voyez ici, on est capable de connaître le temps de dégradation à travers des mesures qui ont été faites. Hein, et le facteur du temps de dégradation, c'est ce qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie, c'est tout simplement le temps qu'il faut pour diminuer la concentration de moitié. Hein, donc, si vous avez une demi-vie de 10 jours, au bout de 10 jours, vous divisez la concentration initiale dans un milieu par 2. Au bout de 20 jours, vous la divisez par 4. Au bout de 30 jours, vous la divisez par 8. D'accord. Bon, ainsi de suite. Donc là aussi, hein, la bibliographie scientifique regorge de valeurs de temps de demi-vie pour les molécules phytosanitaires. Hein, donc le temps pour voir la molécule mère disparaître. Mais ça ne veut pas dire que les produits formés vont avoir la demi-vie. Vous allez voir sur un exemple que je vais prendre, qui est une problématique relativement récente par rapport à l'eau potable, qu'on a une molécule mère qui se dégrade très rapidement et des molécules filles qui restent persistantes très longtemps. Donc là aussi, quand vous utilisez ce facteur-là, hein, qui se retrouve aujourd'hui sur des bases de données qui sont publiques, hein, parce qu'il y a eu pour beaucoup de programmes de recherche qui ont référencé toutes ces données-là, hein, ce sont souvent des sites anglo-saxons et des bases de données anglo-saxonnes, mais bon, le vocabulaire est relativement abordable. Faites attention quand même de prendre, vous voyez, la bonne matrice qui vous intéresse, hein, des sédiments, l'eau, le sol, l'air. Hein, et vous voyez que l'atrazine dans l'air, hein, elle a une demi-vie très courte, hein, parce que tout simplement, c'est une molécule qui est très photoréactive. Par contre, dans l'eau pure, ça n'a pas grand sens parce qu'on va être rarement dans ce cas-là. Mais vous voyez que dans des sédiments, elle peut avoir dans des sédiments aérobies, c'est-à-dire des sédiments aérés dans une rivière qui va circuler normalement, l'atrazine va avoir des demi-vies qui varient de 28 à 134 jours. Par contre, quand vous êtes dans des sédiments dans le fond d'une retenue qui sont anoxiques,
Là, vous voyez que la devis de l'atrazine, elle est très longue. Il faut quasiment 2 ans pour voir la concentration décroître de moitié. Donc, si vous utilisez ces paramètres-là, je parle notamment aux gens qui sont dans la gestion des milieux aquatiques, attention de prendre la demi-vie dans la matrice d'intérêt. Donc, si je regarde maintenant quelques résultats, je dirais, dans notre région ici, où on est en zone de tête de bassin versant, et comme vous pouvez le voir ici, avec un réseau hydrographique très dense, dans une zone ici qui est référencée comme une zone d'élevage, tout en vert, et puis une zone qui est plutôt une zone avec des faibles populations, quand on se promène quand même, mine de rien, c'est des photos que j'ai prises ces dernières années dans la région ici, la Creuse, la Haute-Vienne, ça c'est les photos de Creuse, ça on est dans les monts d'écart, là aussi, et là on est encore en Creuse. On voit que là aussi, quand on a un petit peu le regard attentif, l'herbe jaune que vous avez au pied des clôtures, ici, à côté des charolaises, là, qui sont les vaches à viande d'une partie de la Creuse, on voit que le désherbage ici n'a pas été fait, je dirais, autrement que par du chimique. Là, vous avez une parcelle boisée au milieu des monts d'écart, une parcelle au milieu des bois, au milieu des monts d'écart, et pareil, qui a été traitée, désherbée. Et puis, toujours pareil, des usages particuliers. J'ai déjà montré des photos qui montrent encore des usages récents malgré les limitations d'usage non agricole. Et la question se pose quand on voit un petit peu ces carrés jaunes qui sont, c'est sûr, très dispersés dans les paysages. Est-ce qu'on a un réel impact sur la qualité des eaux et qu'est-ce qu'on connaît? Aïe. Hop, voilà. Alors, si on regarde un peu plus finement, je dirais ce qui se passe notamment au niveau de l'agriculture. On est dans une zone qu'on appelle de polyagriculture-élevage, c'est-à-dire que vers les années 2010, on a eu une révolution au niveau des exploitations agricoles. Au-delà de leur croissance, c'était l'autonomie alimentaire des exploitations, plutôt que d'importer des céréales et des nutriments qui venaient parfois de l'autre bout de la planète. Autant essayer de les produire directement sur l'exploitation. C'est économiquement intéressant pour l'exploitation et puis d'un point de vue environnemental, ça a quand même du sens à l'époque où on essaye d'améliorer les bilans carbone. D'accord. Alors là, ici, j'ai repris des résultats là, récents du SABV qui a regardé sur les territoires. Et donc là, c'est un bassin versant qu'on a pas mal étudié là, avec eux, notamment ce qui est le bassin versant de l'Excet, qui est sur le territoire du PNR. Et donc, là aussi, on voit cette trajectoire agricole importante de passage à l'autonomie alimentaire des exploitations où on a aujourd'hui sur les exploitations 10 à 20% de la SAU, de la surface agricole utile, qui est cultivée en céréales pour subvenir aux besoins alimentaires des 100 ou 200 têtes de bétail qui sont sur l'exploitation. Et donc, tout ça, potentiellement, sauf pour les exploitations, je dirais, certifiées agriculture biologique, ça s'accompagne potentiellement avec l'augmentation des surfaces en céréales, la rotation des prairies, etc., d'un recours phytosanitaire. Alors, comme l'a dit le vice-président qui était présent l'autre soir, c'est sûr que dans ce contexte-là, on n'est pas en zone grande culture, on n'est pas en viticulture, et potentiellement, les quantités de phytosanitaires utilisées sont nettement plus faibles. Si on regarde les tonnages vendus à l'échelle des départements, ils sont nettement plus faibles. Mais là aussi, il faut regarder potentiellement les impacts que l'on peut avoir, je dirais, localement par rapport à l'exploitation de l'eau potable ou au milieu naturel, qui sont quand même relativement préservés et qui sont encore des beaux réservoirs de biodiversité. Alors, comment on mène ces études au sein de mon laboratoire? On fait des suivis dans le temps avec différentes approches. Il n'y a pas de secret. Quand on veut connaître une problématique de circulation de polluants, faut sortir sur le terrain, il faut aller faire des prélèvements qui sont sur des pas de temps beaucoup plus resserrés que les réseaux classiques que met en place l'ARS ou les agences de l'eau dans les réseaux de surveillance, soit des eaux destinées à la consommation humaine, soit dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau. En général, nous, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5 prélèvements par an, quand on travaille en prélèvements comme ceci, en général, on essaye de renforcer les prélèvements et d'en faire 15, 20 par an pour essayer de comprendre comment ça se passe, puisque quand vous regardez les petits graphiques que vous avez là, un polluant, en général, dans le milieu, il va se retrouver à des fortes concentrations, puis à des faibles, puis à des concentrations intermédiaires, puis des fois à des très fortes concentrations, puis ça va redescendre. Puis les résultats que vous allez avoir sont souvent impactés par le moment où vous faites votre prélèvement. Schématisé ici par les petites gouttes que vous avez. On peut très bien tomber sur des pics de concentration, mais aussi tomber dans des creux. Et là, on a toujours, quand on n'a surtout pas beaucoup de prélèvements, du mal à regarder un petit peu les trajectoires.
Alors nous, ce qu'on utilise au laboratoire, en complément de cette approche classique, qui est l'approche réglementaire, on utilise des échantillonneurs passifs. Donc, c'est des petits dispositifs que vous avez sur la photo du haut, vous voyez derrière sur une main, qui sont laissés dans le milieu pendant 15 jours en général, ou des fois un peu plus longtemps, 3 semaines, un mois, et qui vont enregistrer, qui vont capter les polluants qui vous intéressent tout au long de leur période d'exposition. Et au lieu d'avoir des concentrations qu'on appelle ponctuelles, comme ici, vous allez avoir des concentrations qui vont être des concentrations moyennées sur des périodes de temps. Et ceci va au final vous permettre de mieux connaître les trajectoires des produits sur des milieux sans multiplier les analyses et donc en conservant des coûts d'études, on va dire, relativement abordables. Et bien sûr, derrière toute cette, ce qu'on appelle l'échantillonnage, qu'il soit en flacon ou qu'il soit à l'aide d'échantillonnage passif, il y a purement la partie analytique, qui est vraiment la fin de la chaîne, où on est capable aujourd'hui, avec des appareils relativement sophistiqués, des chromatographies liquides ou gaz, couplées à des spectromètres de masse. Vous en avez une photo du laboratoire juste dessous. Je vais essayer de retrouver ma souris. Donc là, vous avez la partie de séparation des molécules dans une colonne chromatographique. Et puis, l'espèce de grosse boîte que vous avez là, qui est reliée par un tout petit capillaire, c'est la spectrométrie de masse, où vous allez identifier et quantifier les molécules grâce à leur empreinte due à leur découpage dans un faisceau d'ion. Donc, je vais rester simple. Et bien sûr, tout ça, c'est piloté automatiquement aujourd'hui par ordinateur et ça fait une bonne partie du travail. Alors, des machines comme ça, ça vaut quand même pas mal d'argent. La machine que vous avez là, en prix commercial classique, elle vaut à peu près 300 000 euros. Vous voyez qu'au niveau du territoire du PNR, ça fait quand même une jolie maison, une jolie propriété. Donc, ça vous explique aussi pourquoi on fait très peu d'analyses dans les surveillances et pourquoi ces analyses-là ont un certain coût. Alors, si on regarde maintenant des résultats, alors, les pesticides, nous, on les a classés en 2 grandes catégories de comportements liés tout simplement à leur structure chimique. On va avoir ce qu'on appelle les pesticides ioniques ou leurs produits de dégradation, puisqu'on est capable de suivre certains produits de dégradation connus qui sont en quantité dosable et appréciable dans l'environnement. Donc, les pesticides ioniques, c'est tout simplement des pesticides qui vont être chargés, comme les ions que vous retrouvez classiquement dans l'eau, comme le sodium, les chlorures, les sulfates, le calcium, le magnésium. Donc, c'est des ions chargés, donc potentiellement des choses qui aiment bien l'eau. Ça aussi, il faut le retenir parce que ça permet d'expliquer potentiellement pourquoi on en retrouve beaucoup plus qu'une autre grande famille chimique de pesticides que nous on appelle les pesticides neutres et qui ne sont pas des pesticides chargés. Donc sans charge, ils aiment un peu moins l'eau, pour faire simple. D'accord ? Donc quand on regarde un petit peu ce qu'on retrouve sur nos têtes de bassin versant, logiquement on va retrouver beaucoup plus de pesticides ioniques en termes de concentration qui circulent. Donc là on est en nanogrammes par litre, c'est-à-dire en milliardièmes de grammes par litre. D'accord ? Et vous voyez qu'ici, on monte sur le bassin versant de l'Exette, on doit être sur les sources, autour de 140, 150, 160 milliardièmes de grammes par litre, alors que sur les pesticides qui ne sont pas chargés, on va péniblement au pic de printemps et qu'on retrouve classiquement dans la région dépasser les 40, 50, 60 nanogrammes. Donc, on va avoir des concentrations beaucoup plus faibles du fait que ces pesticides aiment moins l'eau et ont tendance souvent à rester coincés dans le sol. Je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, si maintenant on zoome un peu plus particulièrement sur ces 2 grandes familles de produits phytosanitaires, donc si je prends les pesticides neutres, donc ceux qui ne sont pas chargés, qui n'aiment pas trop l'eau, quand je regarde sur des suivis, vous voyez dans le temps, là je vous prends l'année 2016, mais sur le bassin versant de l'Exette, on a fait un suivi en continu comme ça sur 5 ans, ce qui nous a permis de bien documenter, de bien comprendre ce qui se passait. Et les résultats ont été repris par le SABV et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et ont permis de classer pas mal de masses d'eau de la région à risque en termes de phytosanitaire suite aux expérimentations qu'on a fait sur le bassin versant de l'Exette à l'initiative du SABV et financé par la région Limousin et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, quand on regarde les produits neutres, on va rechercher une soixantaine de molécules. Une soixantaine de produits, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on va retrouver déjà une grande diversité de molécules et quand on regarde là-dedans, on a un certain nombre de molécules qui sont des molécules qui ont été interdites depuis un certain nombre d'années. Comme le diuron, c'est un herbicide qui a été interdit en 2008. On va aussi retrouver, si vous regardez l'atrazine, la simazine, qui sont des herbicides interdits depuis 2003. Tout simplement, on les retrouve à des états de trace très faibles parce que tout simplement, ils sont rémanents, ils ont une demi-vie très longue. Quand on regarde sur la soixantaine de molécules retrouvées, on retrouve quand même une grande diversité de molécules. Alors, soit, pour beaucoup, en faible concentration, qui sont l'objet soit d'usages très anciens et d'une rémanence importante,
ou alors d'usage dans la mosaïque que je vous ai montrée de polyagriculture-élevage, un usage ponctuel sur une parcelle par-ci, une parcelle par-là, et puis que l'on retrouve circuler à l'état de quelques nanogrammes, de quelques dizaines de nanogrammes sur le bassin hydrographique. Et puis, de temps en temps, dans nos têtes de bassin versant, qu'est-ce qu'on constate? Comme vous le voyez ici, vous le voyez casser l'échelle là, pour ne pas écraser trop l'autre échelle. On a de temps en temps une molécule qui apparaît à très forte concentration circulant dans les eaux. Donc ici, en concentration moyenne sur 15 jours, on est monté à 0,3 microgrammes par litre, 300 nanogrammes par litre, ce qui dépasse 3 fois le seuil d'alerte pour l'eau potable. Si je vous donne une référence qui vous parle peut-être un petit peu plus, là, si cette eau-là elle avait été utilisée pour faire de l'eau potable, comme on n'a pas de traitement spécifique sur beaucoup d'usines dans la région, on était sûr de dépasser pendant, vous voyez, 1 mois et demi, je vais dire pendant 1 mois, on était sûr de dépasser les seuils d'alerte en eau potable. D'accord. Donc, on a un bruit de fond dans ces molécules neutres qu'on voit sur la région qui sont de 10, 20, 30, 40 nanogrammes par litre. Un petit pic de printemps, toujours, qu'on retrouve. Un petit pic d'automne, qui sont en lien avec les pratiques agricoles qu'on constate. Et souvent, à l'automne, on a ce fameux pic dans une molécule qui est très variable d'un bassin versant à l'autre, qui apparaît et puis qui potentiellement peut contaminer la ressource en eau potable ou avoir à ces concentrations-là potentiellement des impacts sur la biodiversité qu'on essaye de maintenir sur nos bassins. Là aussi, on n'a pas un lien très évident avec la pluviométrie. Il y a beaucoup d'études qui essayent de trouver un lien entre les pesticides qu'on épand sur les sols et puis la pluie et ce qu'on retrouve dans le réseau hydrographique. Là aussi, ça ne marche pas terrible. Honnêtement, notamment sur les pesticides neutres, il y a tellement de facteurs qui interviennent qu'on n'a pas de relation évidente entre le vecteur pluie, qui est souvent nécessaire à la mobilité des pesticides, et ce qu'on va retrouver dans le réseau hydrographique. Alors là, désolé, j'ai repris des graphiques en anglais d'un article. Si cette fois-ci, on s'intéresse aux pesticides ioniques et aux métabolites ioniques, on voit que dans la région, si vous regardez les échelles, ils circulent à des concentrations beaucoup plus importantes que les pesticides neutres, ce qui est cohérent avec leurs propriétés physico-chimiques. Et là, eux sont beaucoup plus sensibles à la pluviométrie et du fait de leur affinité pour l'eau. Et on voit que là, sur différentes stations sur le bassin de l'Exette, on a des concentrations qui circulent à des moments de l'année qui atteignent les 0,5 microgrammes par litre. Les 0,5 microgrammes par litre. Je fais des changements d'unité, je vais essayer de ne pas me tromper. Et qui circulent la plupart du temps à 100, 200, 300 nanogrammes par litre. Et dans ces pesticides neutres, ioniques que l'on a quantifiés sur le bassin versant de l'Exette, on se rend compte qu'au final, beaucoup de molécules sont des sous-produits de dégradation. Dans les quelques produits de dégradation qu'on suivait, on va retrouver majoritairement des métabolites dans ces molécules-là. Donc, vous voyez qu'on a mis en vis-à-vis les molécules neutres en bleu, qui sont toujours en beaucoup plus faible concentration, beaucoup plus diversifiées, et en marron, les molécules ioniques, ces molécules beaucoup plus chargées, beaucoup plus mobiles. Et là aussi, vous voyez que la trajectoire, elle est sur 3 ans. Et on voit régulièrement des zones de pic assez intenses. Et quand on dépasse les 100 souvent, les zones de pic, c'est lié principalement à une molécule. Et quand on dépasse les 100 nanogrammes par litre, on va dépasser le seuil d'alerte, la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, pour vous donner une référence. Donc, on n'est pas, je dirais, sans problème de produits phytosanitaires dans la région, dans les eaux qui circulent, vis-à-vis des usages que l'on a, qui sont, comme je l'ai dit, nettement moins importants que dans d'autres types d'agriculture, mais qui existent et que l'on retrouve sur les eaux naturelles, les eaux de surface. Alors, si on regarde là aussi un certain nombre de molécules interdites qu'on suit toujours parce que certaines sont rémanentes et puis posent encore un certain nombre de problèmes, on voit que malheureusement, là aussi, si vous reprenez le graphique qui est dessous, donc en rouge, on a les molécules interdites, en vert, les molécules autorisées et en bleu, les métabolites, des produits de dégradation qu'on suit. Donc là, on doit être sur le bassin versant de l'eau Vézère, on quitte le territoire du PNR et on passe sur la Corrèze, sur un affluent de la Dordogne.
Ils ont un sous-affluent de la Dordogne, si je parlais correctement. Et donc là, on se rend compte, et on l'a eu aussi sur d'autres parties, je dirais, de la région, on peut se rendre compte que quand on a des molécules interdites ou on a des pics de concentration, comme on a vu en 2013 ici, ce n'est pas de la rémanence. Et là, c'était un pic d'atrazine, donc une molécule interdite depuis 2003, qui a été utilisée. Alors, quand on a regardé le terrain et tout ça, sûrement par de l'usage non agricole. Il y avait des gens qui désherbaient un pré et qui faisaient du bois de chauffage, et puis ils devaient être embêtés par quelques ronciers. Et puis il devait y avoir un vieux fond d'atrazine qui traînait en 2013. Et ils ont dû traiter les ronciers à coups d'atrazine. Et puis le rôle d'arnaque passant juste à côté s'est retrouvé contaminé pendant quelques temps à des fortes concentrations en atrazine. Donc on a encore des usages, on a retrouvé l'atrazine à forte concentration sur d'autres coraux de la région. Il y en a encore qui traînent. L'atrazine est toujours commercialisée en Espagne, par exemple. Donc certains disent, il y a encore des importations illégales. Bon, le débat est ouvert. Ce qu'on peut retrouver aussi, c'est les petits pics de diuron, cet herbicide là aussi total interdit depuis 2008, mais à des concentrations qui sont trop fortes pour être de la rémanence, mais qui sont trop faibles pour être de l'usage, je dirais, sur des parcelles. Et quand on avait tous ces petits pics de diuron, au final, on s'est renseigné au niveau de la DRAF, qui a elle-même interrogé le ministère, et c'est là qu'on s'est rendu compte que le diuron était interdit à l'usage de produits phytosanitaires au champ, pour faire simple, mais par contre qui était toujours utilisé comme agent biocide dans des formulations d'agents anti-mousse de toiture. Donc vous voyez que des fois, on peut retrouver des pesticides qui ne sont pas forcément à usage agricole, mais qui sont utilisés à d'autres destinations, comme je vous disais en introduction, à usage de traitement du bois, à usage de traitement des toitures. Et le diuron, c'est la même molécule qu'on utilisait il y a quelques années pour désherber de manière assez violente des cultures ou des ronciers ou des friches. Autre aussi, petite particularité, c'est là où avant, des fois, d'attiser les rancœurs ou d'attiser des débats violents avec le monde agricole, là aussi, on a un certain nombre de molécules phytosanitaires qui sont utilisées, non pas comme agents phytosanitaires. Si vous prenez la petite molécule rose là, que j'ai montrée ici, c'est vraiment sur les sources de l'excète qu'on est là. Il y a de fortes chances que l'imidacloprid, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom-là, qui est un insecticide, qui fait partie des fameux néonicotinoïdes qui sont pas mal redécriés ces derniers temps, car réautorisés après leur interdiction, et notamment réautorisés sur la betterave. C'est une famille chimique qui est dite la famille tueuse d'abeilles, là aussi avec des démonstrations scientifiques plus ou moins robustes. Donc l'imidacloprid qu'on a retrouvé là, il n'est peut-être pas l'imidacloprid utilisé par un agriculteur du coin. Déjà, les concentrations sont extrêmement faibles, mais sont plutôt dues au traitement d'animaux de compagnie, puisque cette molécule-là, on la retrouve aussi dans des produits de traitement de nos animaux domestiques, chats et chiens, contre certains parasites, pucétiques notamment. Donc attention, là aussi, des usages qui sont liés à d'autres des molécules qui sont liées à d'autres usages, je vais retrouver ma phrase à l'endroit, du traitement de toiture, mais aussi des fois des traitements d'animaux domestiques. Et quand vous avez un gros chien qui est traité et qui va se baigner dans un cours d'eau qui a un faible débit, forcément la concentration que vous retrouvez est détectable. Et forcément, ces molécules-là, les néonicotinoïdes, ils ont des doses d'action qui sont minimales. Ils ont ce qu'on appelle des PNEC en écotox, qui sont de l'ordre du nanogramme par litre. Et donc, vous voyez qu'ici, je suis dans la zone d'action où potentiellement je peux avoir un effet toxique sur des organismes des milieux aquatiques. Donc, alors pas forcément des effets mortels, mais des effets plutôt long terme. Alors, si je regarde un petit peu notre zone de bassin versant, donc là, je vais prendre les résultats d'une autre étude. On a, pendant 2 ans, 2019-2020, suivi un certain nombre de stations sur un certain nombre de micropolluants, des pesticides, des résidus pharmaceutiques, des métaux. Vous le voyez sur toute notre zone de tête de bassin versant dans le cadre d'un projet Plan Loire cofinancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Projet en appui d'un gros contrat territorial milieu aquatique, le programme sur son action que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, avec le PNR Périgord-Millevaches, pas Périgord-Limousin, et puis le PTB Vienne, on a défini un certain nombre de stations qu'on a suivies pour justement connaître un peu mieux ce qui circulait
comme micropolluants dans nos têtes de bassin versant, et vous voyez que malheureusement, les pesticides se retrouvent à contaminer tout le réseau hydrographique, même au fin fond, même au milieu du plateau de Mille Vaches. Là, on est vraiment au milieu du plateau de Mille Vaches, à la limite de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Et vous voyez que on retrouve des traces de pesticides dans les eaux. Et ce qu'on va principalement retrouver, c'est schématisé par la synthèse qu'on a fait par les barres bleues que vous voyez là, on va retrouver pas mal de métabolites, et notamment de métabolites ioniques. Et quand on descend dans certaines zones, beaucoup plus agricoles, où la culture de céréales a tendance à se développer, là aussi, on voit que les concentrations en pesticides que l'on retrouve peuvent être un peu plus importantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nos têtes de bassin versant, soit on retrouve des pesticides, en molécules mères, on en retrouve très peu en général dès qu'on va attaquer la montagne Limousine. Et par contre, sur des zones de bocage plus à l'aval, là, on va retrouver des pesticides qui commencent par endroits à être dans des quantités dont il faudrait s'occuper. Mais par contre, partout et en quantité souvent à peu près similaire, on va retrouver ces fameux métabolites qui peuvent poser problème. Alors, si je vous fais un petit zoom sur les métabolites en étant un peu dans l'actualité du moment, l'ANSES, qui est le bras armé scientifique en termes de santé publique française, a en 2019, 30 janvier 2019, commencé à préconiser la recherche de produits de dégradation dans les eaux destinées à la consommation humaine. Autant dire les eaux que vous avez au robinet, pour faire plus simple. D'accord. Et on a un certain nombre de métabolites qui sont potentiellement présents en quantité importante lors du processus de dégradation, qui ont été classés pertinents ou non pertinents. Non pertinent, ça veut dire qu'a priori, ils ne représentent pas un danger. Et pertinent, ça veut dire qu'il faut se mettre à les suivre et que d'un point de vue réglementaire, c'est l'équivalent d'un pesticide. Je fais simple, désolé pour des plus spécialistes. Et donc, depuis 2019, l'ANSES nous sort régulièrement, ils doivent être à la fin de l'année dernière leur troisième liste de molécules, un certain nombre de molécules produits de dégradation qu'il est pertinent de rechercher dans le domaine de l'eau potable. Vous avez par exemple un métabolite issu de l'alachlore, qui est un herbicide, qui est l'alachloroxa, qui est déclaré pertinent. Par contre, l'alachlore ESA, qui est un autre produit de dégradation de ce même herbicide, lui est déclaré non pertinent, c'est-à-dire qu'a priori, il ne représente pas un danger avéré. Donc, bien sûr, l'ANSES a fait tout ça dans une moulinette très, on va dire, scientifique. Elle n'a pas fait ça au hasard. Elle a épluché toutes les données scientifiques, elle a fait passer ça à travers un arbre décisionnel, et puis elle a sorti un certain nombre de molécules qu'il serait aujourd'hui intéressant de suivre dans les eaux destinées à la consommation humaine, et que les ARS, qui sont en charge de suivre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, se doivent de suivre. Alors, ces molécules-là, elles ont un intérêt localement, parce que localement, on a, comme je vous l'ai dit, de la polyagriculture élevage, et on a notamment un herbicide qui est utilisé sur les cultures de maïs, qui est, vous le voyez ici avec les chiffres extraits de la BNVD jusqu'à 2020, c'est les derniers chiffres que j'ai extraits l'autre jour. Vous voyez que c'est un herbicide dont les ventes ont progressé sur le département de la Haute-Vienne, et où on est passé à peu près d'un millier de tonnes vendues, une tonne vendue, je suis en kilos, pardon, une tonne vendue vers 2008, une progression jusqu'à 2012, et à partir de 2012, une stabilisation autour de 5 tonnes vendues par an sur la Haute-Vienne. Alors, cet herbicide, qui est un herbicide utilisé sur culture de maïs en prélevé, elle est ici. C'est l'isomère S du métolachlore, je ne rentre pas dans les détails chimiques. Et donc, cette molécule a ses propres propriétés. Elle a comme propriété de se dégrader relativement rapidement et de générer un certain nombre de sous-produits, dont 2 sont relativement majoritaires dans les processus de dégradation, le métolachlor-ESA et le métolachlor-oxa. Bien sûr, chaque molécule, à travers ces petits tableaux, ont leurs propres propriétés physico-chimiques totalement différentes de la molécule mère. On a des molécules qui sont, vous voyez, beaucoup plus solubles. Si vous regardez la solubilité, ça vous parle, c'est le nombre de milligrammes qu'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Donc, la molécule mère, c'est à peu près un demi-gramme qu'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau, alors que les produits de dégradation, vous voyez qu'on est à plus de 200 grammes pour celui-là et à plus de 360 pour celui-là. Et ensuite, ces molécules-là, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus persistantes que la molécule mère. C'est pour ça qu'on les retrouve.
tout simplement. Et puis, si on regarde le KOW et le KOC, là aussi, les chiffres qu'il y a là, je ne vais pas rentrer dans le détail, montrent que ce sont des molécules qui n'aiment pas trop le sol, mais qui préfèrent beaucoup plus l'eau, et notamment le métolachlorésat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est capable d'anticiper le comportement des molécules à partir d'un certain nombre de constantes référencées dans les bases de données. Donc le métolachlore, c'est quelque chose, lui, qui aime pas trop l'eau, qui aime pas trop mal le sol, donc qui potentiellement va rester collé dedans et qui se dégrade très vite. Alors que ces métabolites aiment plutôt l'eau, pas trop le sol et sont plutôt persistants. Et quand on regarde les listes de l'ANSES, si je regarde le métolachlorésat, il a été déclaré métabolite pertinent. Donc quelque chose qui s'apparente dans la réglementation potable à une molécule pesticide. D'accord ? L'oxa n'a pas été déclaré pertinent. Vous voyez que la structure chimique se différencie à ce niveau-là. Alors, c'est quoi les conséquences que l'on a dans la région et notamment en eau potable ? Alors, si on regarde dans la région, la majorité des alimentations de captage en eau potable sont des petits captages qui alimentent à proximité des habitations. Alors, si je regarde l'hydrogéologie locale, j'ai perdu ma souris, sur le petit schéma là, vous avez au final 2 couches, on va dire, sous vos pieds, dans la géologie de socle. Là, attention, je ne parle pas du bassin aquitain du PNR. Donc, vous avez 2 couches principales. Vous avez, ça y est, j'ai perdu ma souris. Vous avez cette première couche qui est sous le sol, là, rapidement, on va dire à moins 50 cm, moins 1 mètre. Sous vos pieds, vous avez ce qu'on appelle une couche d'altérite, qui est tout simplement de la roche dégradée, de la roche pourrie. Voilà, ce que les personnes de la campagne d'ici appellent le tuf, qui est quelque chose de très sableux. Et c'est dans la porosité de ces sables qu'au final, vous voyez, j'arrête pas de perdre ma souris, ça m'énerve, c'est dans la porosité de ces sables que va être stockée de l'eau. C'est nos nappes à nous. Et tout simplement avec une nappe d'eau qui monte et qui descend en fonction de la pluviométrie. Une espèce de vase qui se remplit quand il pleut et qui se vide quand il ne pleut plus. Il se vide tout simplement en alimentant le réseau de surface, nos rivières, pour faire simple. Et sous cette couche de sable, cette couche d'altérite qui fait des profondeurs entre, on va dire, 2 mètres et 10 mètres, vous avez la roche-mère. Et cette roche-mère qui est en surface, comme vous le voyez sur le graphique qui est ici, qui est fissurée. Et là aussi, les fissures sont des lieux de stockage d'eau. C'est nos nappes d'eau à nous. Donc, nos nappes d'eau à nous, c'est tout simplement la porosité des altérites et la roche fissurée en surface. D'accord ? Alors aujourd'hui, on ne connaît pas trop mal, ou on arrive à assez bien visualiser le fonctionnement de la couche d'altérite en termes de charge et de décharge. Par contre, les relations qu'il y a entre cette couche d'altérite et la recharge dont peut bénéficier cette couche d'altérite par cette eau stockée dans le granit fissuré, c'est quelque chose qu'on connaît encore assez mal dans nos contrées. Alors l'eau potable, on va la chercher où et comment dans la région ? On va la chercher essentiellement par des drains qui sont placés dans la couche d'altérite. Donc des drains qui sont en général entre moins de 2 mètres et moins de 4 mètres, généralement. Et donc ces drains vont collecter l'eau qui circule dans les sables poreux et vous allez avoir la collecte au niveau d'un puits de collecte. Et puis cette eau-là, comme elle est réputée plutôt de bonne qualité, va être dans la plupart des cas distribuée en direct avec, dans certains cas, une désinfection et puis dans beaucoup de cas, rien du tout. Le type d'eau que l'on a, qu'on va chercher un peu plus profondément dans la région, c'est une eau qu'on va chercher dans les granites fissurés, à moins 20, moins 30 mètres, mais qui, là aussi, est distribuée, on va dire, dans la région en direct, sans traitement, hormis une désinfection, voire des fois une reminéralisation. D'accord ? Vous pouvez voir qu'avec la profondeur à laquelle on va chercher des eaux et la nature de la géologie, on a quelque chose qui est très vulnérable à ce qui se passe en surface. Et donc, si je regarde à travers l'exemple que je vais vous citer là, qui est une étude là, qu'on est en train de finaliser avec un syndicat d'eau de la région et qui est financé par l'agence de l'eau et le conseil départemental de la Haute-Vienne, on voit que sur le territoire de ce captage, quand on regarde le RPG, on a une occupation des sols qui fluctue pas mal, et notamment les taches fluo que vous voyez en vert ici, des cultures de maïs, qui, vous voyez, du fait du mode d'exploitation agricole que l'on a dans la région, sont pas mal en rotation sur le territoire. Et potentiellement, ces cultures-là utilisent l'herbicide dont je vous ai cité. Alors, le résultat de tout ça, il est là, c'est que
avec quelques parcelles où on traite le maïs avec du S-métolachlore, on a à un moment donné un traitement un peu trop à proximité du captage dans le champ captant, et on se rend compte qu'on va dépasser le seuil réglementaire des 0,1 microgrammes par litre, et on va augmenter les concentrations, non pas du métolachlore qu'on retrouve très rarement dans l'étude qu'on a faite, mais on va retrouver les métabolites, et notamment son métabolite ESA, qui est aujourd'hui déclaré un métabolite pertinent. D'accord. Et ce métabolite, aujourd'hui, il est stabilisé autour de 0,2, autour de 0,25 microgrammes par litre. Les dernières analyses là, qui ont été faites le mois dernier, on est toujours dans des valeurs qui dépassent 2 fois le seuil, la limite de qualité eau potable. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a un problème, je dirais, dans la région sur l'eau potable, avec les typologies de captage que l'on a. Cette utilisation de produits phytosanitaires qui n'est pas très importante comparée à d'autres régions, mais qui, dans le contexte local, pose un certain nombre de problèmes. Un certain nombre de problèmes, non pas forcément avec des molécules mères que l'on voit de manière très furtive, mais qui posent problème avec ces listes de métabolites que la science aujourd'hui considère comme des molécules à risque. D'accord. Donc ça, c'est un des sujets d'actualité dans la région du moment, qui va toucher la Haute-Vienne, qui va toucher une partie de la Dordogne, notamment toute la partie granitique du PNR, où on a ces métabolites de pesticides, pas mal de métabolites d'herbicides, qui sont des molécules persistantes, des molécules très mobiles, et qui vont contaminer notre eau potable, du fait que derrière tout ça, l'eau potable n'est pas traitée. Elle serait traitée, ça ne poserait pas de problème particulier, mais on est dans un contexte où on a des très petits captages, où économiquement, c'est très compliqué de mettre en place des traitements. Et les solutions que l'on a, elles sont malheureusement pas simples à mettre en place. Alors, pour conclure, je dirais ces quelques données locales sur les pesticides. Les pesticides, on est sur un sujet qui est quand même très polémique. Il n'y a qu'à lire l'actualité. Alors, c'est vrai que malheureusement, l'actualité a été éclipsée ces derniers temps par le Covid, a été éclipsée depuis quelques jours par des bruissements de bottes et des guerres pas très loin de nos portes. Mais les pesticides, c'est de multiples enjeux. C'est des enjeux économiques. Vous avez vu, le chiffre d'affaires de l'agrochimie, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an en France. C'est des enjeux alimentaires, là aussi. On est très content de pouvoir consommer et de manger à notre faim, pour faire simple et simpliste. Mais c'est dans l'idée. C'est des enjeux de santé publique. Avec la science qui progresse, et puis, comme vous avez vu sur les métabolites, qui commencent à identifier ces molécules de dégradation, qui, à travers des études écotoxicologiques, disent sur certaines molécules, attention, danger potentiel. D'accord. Mais c'est aussi des enjeux de choix de société, des enjeux sociétaux, où on met beaucoup en avant l'agriculture biologique, on met en avant le manger local, le respect animal, etc., où aujourd'hui le monde agricole se plaint d'un agriculture bashing, etc., etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est très complexe. Il y a en ce moment le salon de l'agriculture, où là on a une image un peu idyllique du monde agricole, mais des groupes de pression qui vont aujourd'hui chercher l'affrontement avec ce monde-là. Donc, pas mal de crispations autour, je dirais, de l'agriculture aujourd'hui. Mais l'agriculture, c'est au final, comme je dis souvent avec les étudiants, une partie immergée de l'iceberg, et que beaucoup de nuisances de l'agriculteur sont en fin de compte non pas du seul fait de l'agriculteur, c'est lui qu'on voit les faire la plupart du temps, mais il faut intégrer toute la chaîne du consommateur jusqu'à l'agrochimie aux coopératives. Là aussi, le consommateur veut des produits en quantité suffisante, des produits plutôt de bonne apparence, de belle apparence, et vous savez très bien, si vous faites un jardin, que forcément, ce qu'on peut ramasser au jardin, les tomates, les haricots, etc., ne sont pas forcément aussi bien calibrés et aussi exempts de taches ou autres attaques d'insectes que ceux qu'on peut retrouver dans la grande distribution du coin. Donc ça, les sociologues de l'INRA ont quand même beaucoup documenté ces aspects-là, où au final, l'agriculteur, c'est un peu le bouc émissaire au milieu de tout ça. C'est lui qu'on voit, c'est lui sur lequel on tape, mais c'est peut-être aussi à chacun de se remettre un petit peu en cause, du consommateur jusqu'aux industriels qu'il y a derrière. D'accord.
Là aussi, ben, aujourd'hui, on a des usages qui sont essentiellement professionnels, mais on a encore des usages non professionnels qui sont persistants et qui sont, comme je vous l'ai montré, des sources de perturbation des milieux qui sont loin d'être négligeables vis-à-vis des quantités de produits utilisés. Et puis, le produit des phytosanitaires, ben, c'est un produit qui évolue de manière, on va dire, permanente, hein, avec encore pas mal de besoins de connaissances, hein, notamment des besoins de connaissances d'impact, que ce soit sur les milieux aquatiques, sur les espèces des milieux aquatiques, mais aussi sur l'homme. Alors, l'impact des molécules mères, on ne le connaît pas trop mal. Par contre, les enjeux aujourd'hui se situent au niveau des produits de dégradation, hein, et puis, bah, toujours pareil, hein, avant les études qu'on mène au sein de notre laboratoire, des études ou des connaissances sur les pesticides sur nos têtes de bassin versant, bah, il n'y avait pas grand-chose qui était disponible. Alors, je ne dis pas qu'on a tout fait et qu'on est les rois, je dirais, de la production de données, mais au moins on a permis de tirer la sonnette d'alarme sur certaines problématiques. Et la problématique que l'on a aujourd'hui sur l'eau potable, sur pas mal d'eau potable de la région, on l'avait commencé à bien entrevoir avec la problématique de l'Excet, où on voyait ces métabolites pas mal circuler. Et nous, on savait qu'au niveau de l'ANSES, parce qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui y sont, hein, ça faisait depuis 2014-2015 que des études étaient menées bibliographiques au sein de l'ANSES pour essayer de commencer à dire attention sur certains métabolites. Voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu éclairé avec un certain nombre de connaissances sur les pesticides, de connaissances locales. Et puis, bien sûr, toutes ces études ont été faites grâce à un certain nombre de partenaires financiers, hein, puisque tout ça coûte quand même relativement cher. Si l'État paye encore nos salaires de fonctionnaires d'État dans les universités, tout notre matériel et tout le fonctionnement, aujourd'hui, on va le chercher. Voilà. Donc, merci aux agences de l'eau, merci aux régions, merci aussi à certains acteurs locaux, les syndicats, et puis pas mal de partenaires techniques dans toutes ces études-là, les PNR, les EPTB, le SABV, mais aussi les traiteurs d'eau comme la SOR qui nous apportent aussi dans les études du soutien pour aller décrocher des financements, mais aussi quand les études sont lancées, un certain nombre de sites à explorer et puis de données complémentaires aux sites qui nous permettent ensuite de croiser les données et de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Et puis, si je n'ai pas la réponse, je peux essayer de la trouver. Et puis, via Guillaume, de vous la faire passer. Voilà. Alors, je vais arrêter peut-être mon partage d'écran. Voilà. Merci Gilles pour cette présentation. Moi, j'ai deux questions, mais peut-être qu'il y en a d'autres si quelqu'un veut lancer le débat. Bon, je vais t'en poser une. C'est par rapport au temps donc on voit des pics, que ce soit sur les molécules ioniques ou neutres. Est-ce que les temps de transfert ont été étudiés entre le moment de l'utilisation et ces pics? Est-ce que c'est dans la journée? Est-ce que c'est plus très lent? variable. C'est très variable, ça va être conditions dépendantes, c'est-à-dire que les temps de transfert, on le voit bien quand on regarde un peu plus finement avec la pluviométrie, qu'en général, c'est d'autant plus vrai et c'est d'autant plus marquant et facile à mettre en évidence aujourd'hui qu'on est quand même depuis quelques années dans la région où on a quand même des alternances de périodes de sécheresse avec des périodes de fortes pluies. Et on se rend compte que souvent, et notamment au niveau des métabolites ioniques, là, je ne vais pas montrer tous les résultats qu'on a fait là, sur un décaptage là, qui est situé à la limite de la Haute-Vienne et de la Corrèze. On voit bien, je dirais, entre ce qu'on a fait en réseau de surface puis ce qu'on a fait au niveau du captage, on voit bien, je dirais, cet effet du rôle des pluies, hein, où les métabolites se mettent à partir une fois qu'il se met à bien pleuvoir. Hein, donc voilà, il n'a pas plu pendant 30 jours, 40 jours, il ne se passe pas grand-chose, et puis d'un coup, ça part. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en haute surface, ça passe très vite. Hein, on a des pics qui passent très vite. On l'a entrevu sur un des graphiques que je vous ai projeté. Par contre, en eau souterraine, on a toute la circulation dans la porosité qui fait que le pic diminue en intensité et puis s'élargit dans la durée. D'accord. Du fait que ça fait une chromatographie dans le sol, pour faire simple. C'est que le sol, le temps que l'eau circule dans la porosité, on va avoir un effet retard et un effet d'estompage du pic. Donc, entre l'épandage et la conséquence sur le réseau hydrographique, il faut de la pluie, plus ou moins suivant les molécules.
Et là aussi, si on se place en surface, ça peut circuler très vite et de manière très intense. Si on se place dans les altérites ou plus profondément, ça circule avec du retard et ça circule de manière moins intense. Il faut penser que ce qui circule dans nos altérites se retrouve aussi dans le réseau hydrographique et que donc des fois, dans certains bassins versants un peu complexes, ça complexifie l'interprétation ou la compréhension. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, hein, j'ai dégagé en touche, mais malheureusement, on n'a pas de chiffres annoncés clés, quoi, mais souvent, il faut regarder quand même la pluviométrie qui est quand même un facteur important. Si, tu as complètement répondu à la question. Après, par exemple, tu montrais un graphique sur l'excès d'une molécule là, qui était ressortie en fin d'année. Le pic, il est Ouais. sur sur 2-3 jours ou c'est des temps plus long? J'arrivais pas à voir l'échelle. Alors, attends, je vais essayer de reprendre la diapositive. Je me perds dans Zoom. J'ai perdu mon Zoom. Écran partagé. Si je reprends celui-là, voilà, ça sera plus simple. Donc, ça doit être celui-là. Ouais, vous revoyez, donc c'est le chlortolurone qui est en vert ici. Alors, si tu veux, les échantillonnages, là, ils sont faits par échantillonnage passif, ils sont en pas de temps de 15 jours. Donc, chaque barre d'histogramme, ça représente une période de temps de 15 jours. Donc là, sur l'intensité du pic, pendant 15 jours en moyenne, sur les 15 jours, il a circulé 300 nanogrammes. Voilà. Là, sûrement, juste avant, le pic est moins intense et on peut dire que l'épandage qui s'est fait dans les 15 jours précédents ici. Voilà. Et sûrement sur la fin de période de 15 jours, vu la tête que l'on a. Et puis, ben voilà, le pic passe, en réseau de surface passe rapidement. Et puis là, la concentration retombe, on va dire, à des concentrations très, très faibles. La station, là, elle était vraiment en tête de bassin versant ou plutôt sur une partie moyenne ou aval? Parce que ça doit jouer aussi, en fait. C'est la proximité Partie intermédiaire. Alors là aussi, dans la toutes nos proximité de la études, parcelle. il faut des fois se méfier. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, sur l'aval, voilà, on va concentrer, on va drainer plus, etc. Par contre, sur d'autres suivis, notamment sur le suivi là, que je vous ai montré, là, l'espèce de carte de synthèse, là, ici, où là, quand même, on a accumulé pas mal de données. Il y a certains points, on est vraiment dans les sources, dans les têtes. Et là aussi, on a eu des pics des fois intenses. Tout simplement, ça ne tient pas grand-chose dans la région. Hein. Sur le bassin versant, il suffit qu'une parcelle de 2-3 hectares soit traitée à proximité, que ce soit la seule parcelle de 2-3 hectares sur le bassin versant qui fait 10 km². Et patatras, qu'on a un pic qui passe. Hein, ce qu'il faut penser, c'est qu'on a quand même des très petits cours d'eau aux faibles capacités de dilution. Hein, donc là aussi, on a un effet qui est quand même important de faible traitement dû à cette faible capacité de dilution du milieu. C'est vrai que voilà, les pollutions qu'on constate souvent, hein, quand on regarde bon, c'est en eau souterraine, mais ça revient au même. Hein. Ce qu'on voit souvent sur la région, hein, au final, nos problèmes, je dirais, sur ce captage-là, ils viennent des quelques parcelles vertes ici, là, qui font quelques hectares sur un bassin versant qui fait plusieurs kilomètres carrés. Donc, tout ça, le peu de ça finit, ça perturbe, je dirais, la qualité de l'eau et ça perturbe les usages qui sont derrière. D'accord. Donc voilà, c'est ce qu'il faut bien voir dans notre zone de polériculture élevage. Et là, c'est vrai que dommage que votre vice-président ne soit pas là. On aurait pu échanger et compléter un petit peu le sens de son intervention de l'autre soir. Hein. C'est vrai que si on regarde les indices de traitement, les choses comme ça en région, ils sont très faibles par rapport à d'autres régions. Mais ils ne sont pas sans impact vu le contexte local. Hein, c'est ça qu'il aurait peut-être même dû l'écrire en conclusion. Et c'est vrai qu'on n'est pas en train de se poser la question de l'épandage des pesticides dans des zones de non-traitement à 5-10 mètres par rapport aux habitations, etc., dans la région. On a quand même un recours qui est relativement faible par rapport à d'autres régions. Par contre, ce n'est pas sans impact.
Bon, l'impact le plus marquant aujourd'hui, Émilie Guéret est là, elle pourrait témoigner, c'est l'impact au potable, hein, notamment par rapport aux métabolites, où il y a énormément de captages de la région qui sont touchés. Des captages qu'on ne peut pas fermer simplement comme on le faisait avant, parce que tout simplement, aujourd'hui, à certaines périodes de l'année, on manque d'eau potable, hein, où on a des risques de manquer d'eau potable. Ça peut être embêtant. Donc, il faut aujourd'hui agir. Et agir, c'est du travail à l'échelle du bassin versant. C'est aussi trouver des solutions techniques de dilution, des solutions techniques de traitement. Mais tout ça, ça a un coût derrière. Voilà. Alors, un coût qui n'est pas si énorme que ça, hein, mais est-ce que tout le monde est prêt à payer 30-40 centimes de plus son mètre cube d'eau? Voilà, on est dans un pays où l'eau robinet, l'eau potable n'est pas très chère par rapport à beaucoup d'autres pays européens. Hein, et souvent, dans la région, elle est même très peu chère. Et c'est vrai que 30-40 centimes d'augmentation, ça fait vite des augmentations de prix de l'ordre de 5 ou 10%, hein, de la dizaine de pourcents. Et c'est vrai que psychologiquement, c'est marquant. Voilà. Mais là, moi, à mon niveau, je n'ai pas la solution. On documente la problématique, on essaye de trouver des solutions. Hein. Sur des solutions comme ça, on était parti dans les discussions du montage de l'étude sur la maîtrise foncière de certaines parcelles pour protéger le captage. Et on se rend compte qu'avec la rotation des parcelles que l'on a sur le bassin versant, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Voilà. L'autre solution, ça serait d'interdire les molécules à problème, notamment le S-métolachlore. C'est ce qu'ont fait les Luxembourgeois. Par contre, ils ont des problèmes avec d'autres molécules, puisque l'usage des herbicides, on a plein d'autres herbicides possibles. Là-bas, suffit si le S-métolachlore pose problème, on l'arrête, on utilise un autre, et puis on a le problème avec une nouvelle molécule. Voilà, donc ce n'est pas une solution non plus. On ne va pas dire à l'agriculteur non plus, tu passes au bio du jour au lendemain sans l'accompagner, etc., etc. Les solutions à mettre en place qu'on a souvent pratiquées dans la région, c'est les solutions de dilution avec une ressource à proximité. Il faut s'assurer que la ressource à proximité, elle aussi, soit protégée correctement d'un risque de pollution. Donc, la problématique n'est pas simple. C'est pour ça que le département de la Haute-Vienne essaye de regarder un petit peu tout ça à une plus grande échelle que des échelles très locales pour essayer de voir comment on peut arriver aujourd'hui à gérer les problèmes quantitatifs que l'on a liés au changement climatique, et puis à cette réserve en altérite qui est quand même plutôt faible et qui aujourd'hui a du mal à se recharger à des époques de l'année parce que tout simplement on passe aujourd'hui 40, 50, 60 jours sans quasiment plus de 10 mm de pluie. Voilà. Et c'est aussi les problèmes quantitatifs qui commencent à se poser au fur et à mesure qu'on avance avec des problèmes. Bon, une fois, j'ai parlé des problèmes d'aluminium liés à la forêt et au largage d'aluminium par les sols. Mais c'est aujourd'hui des problèmes qui là sont avec une réglementation quand même assez stricte et assez sévère, des problèmes de produits phytosanitaires et notamment de produits de dégradation de ces produits-là. Voilà. Du coup, par rapport aux molécules, ça rejoint ma deuxième question. C'était est-ce que on voit au fur et à mesure des années, des décennies, il y a certaines molécules qui ont été arrêtées, d'autres qui ont pris la place. Est-ce qu'on a une vision, des perspectives en termes de on voit le métolachlore là, qui pose problème, par exemple, des herbes en maïs. On a des captages d'eau potable qui sont concernés en Dordogne, où cette molécule est vraiment problématique. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de durée de vie des molécules qui ont raccourci dans le temps? Est-ce qu'on a des perspectives comme ça d'évolution des molécules ou pas? Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les tendances, c'est que les molécules mères qui sortent sur le marché ont des demi-vies très courtes. Le glyphosate était un bel exemple. Souvenez-vous de la pub avec l'os de Rex, la pub du Roundup. Il y a 10-15 ans, où on traitait, hop, l'herbicide disparaissait et puis on était tranquille. Le chien pouvait jouer avec son os, l'enterrer, le déterrer sans problème. Sauf que on sait très bien que le glyphosate génère un métabolite qui est la MPA, l'AMPA. Alors, on n'en parle plus trop de l'AMPA parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années que c'était aussi un produit de dégradation d'agents de substitution dans les lessives pour remplacer les polyphosphates. D'accord. Et donc, que les sources aujourd'hui d'AMPA qui circulent dans l'environnement ne sont pas que du fait du glyphosate, mais sont aussi des rejets qui sont issus des stations de d'épuration avec la dégradation d'agents lessiviels
pour casser la dureté de l'eau et permettre à nos lessives dans nos machines à laver d'avoir une action correcte. Et aujourd'hui, le problème des métabolites, je ne l'ai peut-être pas dit comme ça sur le métolachlore. Le métolachlore disparaît rapidement, on le voit de manière très furtive. Par contre, ces métabolites restent et les études scientifiques qu'on a retrouvées dans la littérature là, sur l'étude qu'on a faite montrent que même après l'arrêt de l'utilisation du métolachlore, on en a à peu près pour 3 ans avant de retrouver une situation qui tend vers la normale. D'accord ? Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, il est qu'on a des molécules mères qui disparaissent de plus en plus vite. Malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas de quel côté on se place, on a des capacités analytiques qui permettent dans l'environnement d'identifier des métabolites majeurs, des produits de dégradation majeurs, qui sont plutôt des produits de dégradation qui s'accumulent de manière très persistante. On a un arsenal analytique aujourd'hui avec des belles machines qui valent soit très cher, mais qui n'ont rien à voir avec celles que je pouvais utiliser il y a 20-25 ans en termes de puissance. Et donc aujourd'hui, pareil, on va utiliser de nouvelles molécules et puis les scientifiques, que ce soit en France ou ailleurs sur la planète, vont dire tiens, on identifie tel produit de dégradation et puis derrière, les écotoxicologues se branchent dessus, commencent à regarder l'impact sur le bilan. Là aussi, on a des batteries aujourd'hui de tests écotoxicologiques qui sont quand même plutôt performantes. Et donc de dire attention, telle molécule potentiellement présente un effet. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu, il est plutôt sur les produits de dégradation, plutôt que sur les molécules mères où l'agrochimie a bien su, je dirais, là aussi contourner ce problème de rémanence qu'on avait sur les produits phytosanitaires il y a 30-40 ans. On retrouve toujours aujourd'hui des traces de lindane ou des traces d'organochlorés ou d'organophosphorés parce que tout simplement, ces produits-là ont des demi-vies énormes. Aujourd'hui, on n'a plus de produits aussi persistants que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc, ces produits-là, oui, si on les suit, on continue sur des grosses ressources en eau, on va bien visualiser les problèmes. Malheureusement, même dans la région, on a quand même des ressources en eau qui sont plutôt petites, avec une surveillance réglementaire qui est, on va dire, très étale dans le temps. Un petit captage qui alimente une population comme celui qu'on étudie doit être réglementairement surveillé sur les phytosanitaires une fois par an. Sur des tout petits captages qui alimentent quelques maisons ou quelques habitations, plus 50, 100 habitants. Le programme de surveillance réglementaire, c'est une analyse tous les 5 ans, en termes de phytosanitaires, je parle. Donc là aussi, pour avoir un recul et identifier des problèmes, ce n'est pas évident du tout. D'où l'intérêt de mettre en place des mesures de protection, de bien assurer les mesures de protection réglementaires avec les périmètres de protection, etc., etc. Dans ces cas-là, la protection prend tout son sens. Parce que la surveillance va être malheureusement pas très efficiente pour souligner les problèmes. Il faut penser que les analyses ont un coût. Je vois ça. Peut-être certains d'entre vous se dire, mais il y a qu'à, si on fait une fois tous les 5 ans, que ça n'apporte rien, mais il n'y a qu'à faire une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Sauf que quand derrière, vous avez 50 ou 100 habitants et 10 abonnés, faut supporter le coût de ces analyses. Voilà. Donc là, aujourd'hui, oui, sur les phytosanitaires, pour moi, les enjeux, ils sont de plus en plus sur les métabolites. Pour les captages d'eau potable, les analyses, c'est que sur les molécules mères ou il y a les... Alors, c'est sur les molécules mères parce que potentiellement, on sait ce qu'on utilise. Le problème des métabolites, c'est que si vous avez vu les schémas de dégradation, par exemple, de l'atrazine que je vous ai montré au début. Hop, il est passé là. Donc, si je regarde l'atrazine ou la simazine, qui sont les molécules mères, vous voyez qu'en se dégradant, ça peut générer facilement, une molécule peut générer 10-15 molécules avant de passer à un stade relativement dégradé, où vous voyez que l'atrazine, son stade organique ultime, c'est l'urée, vous connaissez peut-être de nom. L'atrazine, on va rechercher un certain nombre de métabolites dans l'eau qui n'ont pas été identifiés, je dirais, comme potentiellement dangereux. La DIA, la DEA, c'est des métabolites que l'on recherche assez fréquemment parce qu'on sait les analyser. Le problème des métabolites, c'est que déjà, il faut les connaître. Il faut savoir les métabolites majeurs que l'on retrouve. Donc ça, c'est un premier travail. Il faut que, deuxièmement, ils soient facilement analysables. Ça, c'est une autre paire de manches.
et qu'en plus, on dispose des étalons pour pouvoir étalonner les machines et pouvoir les quantifier derrière. Donc, il y a quand même un temps de latence, je dirais, entre le moment où on commence à se dire, tiens, peut-être tel métabolite pourrait être présent, le temps de vérifier qu'il soit bien présent, le temps que les études écotox montrent qu'il a un intérêt à suivre parce qu'il a un risque potentiel écotoxicologique, et derrière que les laboratoires courants se mettent en place en termes d'analyse, il s'écoule un certain délai. Pour vous prendre le S-métolachlore, il y a un troisième métabolite aujourd'hui qui est sorti dans le dernier rapport de l'ANSES de la fin de l'année dernière, qui est le métolachlore NOAA. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un métabolite pertinent. Par contre, on n'a pas commencé à le rechercher parce que pour le moment, les laboratoires ne sont pas en mesure de le faire. Voilà, on a acheté la molécule là qui coûte un bras, déjà. L'étalon coûte un bras. On a acheté une ampoule qui doit coûter, je ne sais plus, 700 ou 800 euros pour en avoir 1 milligramme, d'accord, pour voir déjà si on est capable de l'analyser. Voilà. Donc, il y a quand même derrière tout ça un certain nombre de problèmes techniques. Alors, je ne suis pas analyticien, mais je fais confiance à mes collègues qui sont spécialisés là-dedans. Faut être capable après de le rechercher en routine dans les eaux. Hein, c'est pas simple et ça prend du temps. Les métabolites, honnêtement, ceux qui sont incriminés aujourd'hui, on a commencé à en entendre parler il y a quasiment, pour ne pas vous mentir, presque 10 ans. Voilà. Pour vous montrer le laps de temps qu'il peut à peu près y avoir entre le moment où on se dit tiens, ces métabolites-là, sur cette telle molécule, ils sont assez présents et ils sont potentiellement dangereux. Le temps que toutes les chaînes se mettent en place, il n'y a que depuis 2-3 ans qu'on commence à les rechercher dans un certain nombre d'eau destinées à la consommation humaine. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Si. Moi, j'avais une question. Oui, Isabelle. Pardon, Jean-Pierre, je te laisse parler après ou... Ah non, c'est Anna, pardon. Non, vas-y. D'accord. Moi, j'avais une question sur les traitements. Est-ce qu'il existe et quels sont les traitements qui existent au niveau par rapport à l'eau potable, par rapport au captage? Est-ce que vous disiez que c'était coûteux, à quel point c'est coûteux, à quel point il est possible de les mettre en place. Il y en a sûrement déjà. Voilà, c'est une question assez large. Alors, non, mais sur ce qu'il faut regarder, c'est que oui, techniquement, on sait, je dirais, éliminer ces molécules-là. Elles ne sont pas forcément simples à éliminer, mais techniquement, on sait faire. L'élimination des produits phytosanitaires, notamment des métabolites, ça fonctionne sur charbon actif. Il faut simplement forcer les conditions d'exploitation des charbons un peu plus au-delà de ce qu'on fait habituellement. Mais on a des taux d'élimination qui sont acceptables. Je ne dis pas qu'ils sont optimums, mais qui sont acceptables. Le problème, c'est quand vous avez une ressource qui est contaminée et qui dessert quelques abonnés, c'est de faire supporter le coût à ces abonnés-là. Donc, voilà, le plus simple à mettre en œuvre pour traiter, c'est le charbon actif. Après, vous pouvez passer sur des procédés membranaires. Là, voilà, c'est encore plus coûteux. Mais ce qu'on a longtemps fait aujourd'hui dans la région, c'est qu'on ferme les petits captages qui ont trop de problèmes. On se raccorde à un captage qui a moins de problèmes. C'est visiblement, techniquement et économiquement, le plus simple, c'est de tirer du tuyau. Et puis, le problème de tirer du tuyau, à force de fermer les captages, c'est que les captages, aujourd'hui, notamment ces captages en altérite, là, on a des périodes aujourd'hui où la tension de fourniture d'eau est forte. Et on sait très bien qu'on aura sûrement besoin aujourd'hui d'un certain nombre de captages qui produisent pas mal et qu'on a eu tendance à fermer ces dernières années. Peut-être qu'Émilie Guéret peut intervenir sur ce niveau-là, mais je crois que il me semble, j'ai un chiffre en tête, dans les 10-15 dernières années, sur la Haute-Vienne, on a eu fermé près de 200 captages qui avaient des problèmes de qualité. Le chiffre là en tête, je ne peux pas dire trop de bêtises. Mais ça, aujourd'hui, on sait que on ne peut plus, je dirais, raisonner comme ça. Et donc, oui, on sait traiter.
n'y a pas de souci, techniquement, ça fonctionne. Le seul problème que l'on a derrière aujourd'hui, c'est d'en assumer le coût. Et de faire assumer, je dirais, aux 10-15 abonnés, comme je vous disais tout à l'heure, des augmentations du prix de mètre cube d'eau de quelques dizaines de centimes qui sur la consommation d'une famille, commencent à représenter des sommes qui ne sont pas négligeables. Voilà. Une facture d'eau de 100 ou 150 mètres cubes sur une maison, voilà, ça fait tout de suite 30, 40, 50 euros de plus sur la facture d'eau. Je suis en train de réfléchir, là, j'ai un chiffre en tête, alors je ne vais pas vous raconter de bêtises, c'est sur la région Bretagne, là, c'est une étude qui a été faite sur, pareil, un certain nombre de captages. Alors la Bretagne, avec le massif armoricain, est dans un contexte eau potable à peu près similaire au nôtre, donc sur du granit aussi, et les coûts générés par les pollutions, notamment aux métabolites là, du S-métolachlore, sur un certain nombre de captages, les coûts de mise en place de traitement par rapport aux... J'essaie de retrouver mes chiffres. Pour ne pas vous raconter de bêtises, je pourrais donner les chiffres. Voilà, il faut que je retrouve le document. On est sur un coût de travaux d'à peu près 30 euros par personne habitant permanent. Alors, je ne parle pas d'abonnés, là, je parle d'habitants permanents parce que dans le tableau, c'était des habitants permanents qui avaient d'alimenter. Les investissements nécessaires au traitement de la pollution par les phytosanitaires, si je ne raconte pas de bêtises, j'avais recalculé ça par nombre d'habitants, c'est autour de 30 euros. C'était à peu près constant, donc ça, d'investissement. Ça ne veut pas dire derrière de fonctionnement. Donc, rien que déjà ça coûte une trentaine d'euros. Et derrière, investissement dans les solutions de traitement. Tout à fait. D'accord. Là, le problème qu'on a avec le métolachlore et ses métabolites, c'est que l'ARS met en dérogation pendant 3 ans le captage, ou avec un certain nombre de procédures réglementaires, la collectivité est toujours autorisée à distribuer l'eau avec l'avertissement des populations, etc. etc. Sauf que quand on regarde aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la persistance du problème avec les métabolites du S-métolachlore, en arrêtant le robinet, c'est 3 ans, en coupant la source. Donc, même si on a une action au niveau du monde agricole efficace, on va être borderline avec la durée dérogatoire. D'accord. Jean-Pierre, tu avais une question? Oui, moi je suis un peu préoccupé par, je voudrais connaître les risques qu'il y a. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus les agriculteurs notamment, de produits. Il y a une multiplicité de molécules, de produits utilisés, et je voudrais connaître l'effet cocktail de ces différents produits. Ça, c'est toujours l'éternelle question, malheureusement. Ça, c'est le challenge des collègues écotoxicologues aujourd'hui d'arriver, je dirais, à appréhender l'exposition à une multitude de produits, à des doses qui sont en dessous des seuils toxiques connus. Je parlais de PNEC tout à l'heure sur l'imidaclopride, qui est la plus petite dose d'effet de non-effet sur le vivant. Et ça, les substances isolées, on sait très bien aujourd'hui identifier leur risque toxicologique, ça, il n'y a pas trop de soucis. On est quand même à un stade aujourd'hui où il y a quand même une fiabilité de la donnée. Sur des mélanges de 2-3 molécules, là aussi, on sait faire. On essaye il y a des effets antagonistes, il y a des effets stimulateurs. Bon, voilà. Par contre, quand vous voyez un petit peu tout ce qui circule en molécules neutres, par exemple, où facilement il circule 15, 20, 30 molécules différentes, mais ça, c'est les pesticides. Il faut penser aussi que quand on couple ça avec les résidus pharmaceutiques, il y en a à peu près tout autant. Et si je vais chercher les PFAS, tout un tas d'autres produits, dans votre eau, il y a 1000, 2000, 3000, 4000 molécules à des états de traces, d'ultra-traces, toute la plupart à des seuils a priori non toxiques ou non d'effets connus sur le vivant. Mais par contre, la question, c'est quid de tout ça et notamment quid de tout ça à long terme. Et ça, il n'y a que des études épidémiologiques qui nous apporteront sûrement les réponses dans 20, 30, 40, 50 ans. Il y a tout un tas d'études qui sont lancées. Mais comme ce sont des effets long terme, les études qu'on a lancées il y a 10, 20 ans ou beaucoup plus récemment donneront leurs résultats dans 20, 30, 40, 50 ans.
Donc malheureusement, on risque de plus être là pour les voir. Non, mais Alors, mais c'est une question, je dirais, aujourd'hui, ouais, qu'on a fréquemment, mais dont les scientifiques ne savent pas répondre, quoi. D'accord. On n'est pas capable. Voilà. Les seules réponses que l'on aura, c'est des suivis de cohortes, voilà, avec des épidémiologistes, hein, avec toute l'incertitude que ça, parce que bon, on suit des cohortes de population, mais bon, voilà, les gens, ils fument, ils boivent. En termes d'alimentation, il y en a qui sont végétariens, d'autres qui mangent ci, d'autres qui mangent ça. On sait que tout ça va s'entremêler, va complexifier la lecture de la réponse qu'on pourra avoir, quoi. Parce que bon, on suit des cohortes, mais c'est rarement des cohortes sur des trucs aussi complexes qui font des milliers de personnes, quoi. Ça, c'est tout. Pour avoir fait un peu d'épidémiologie sur d'autres maladies, sur des maladies là, neurodégénératives avec des épidémiologistes du CHU de Limoges, on se retrouve à étudier quelques cas et pour arriver à trouver les causes exactes, et des fois, c'est pas simple du tout, notamment avec des causes environnementales. On voit des tendances qui se dégagent. Par contre, dès que vous collez de la statistique dessus pour essayer de consolider vos résultats, malheureusement, ça ne marche plus. Souvent. Et donc, si la statistique ne fonctionne plus, malheureusement, ça jette, je dirais, souvent un discrédit sur les études menées. L'ANSES française est assez on va dire, forte là-dessus. Et c'est vrai qu'en France, on peut, par rapport à d'autres pays, on a des fois un reproche qui est fait, qui est du retard à la prise de décision dans la toxicité de certaines molécules. Alors, parce que tout simplement, on a une façon de traiter l'information qui se veut très, très, on va dire, rigoureuse. Et que c'est vrai qu'en épidémiologie ou dans les études écotoxicologiques, la solidité, la robustesse des résultats est importante. Et notamment, l'exploitation statistique des résultats est importante. Et si l'ANSES, le premier travail que font les scientifiques de l'ANSES face à une problématique, ils épluchent toute la bibliographie scientifique et leur premier tri, c'est les études robustes, non robustes. Et il y a pas mal d'études, où il y a pas mal de problématiques, où le nombre d'études qui restent à la fin est très fin et c'est très compliqué de tirer des conclusions. Voilà. C'est la manière de faire à la française, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est bien d'être rigoureux, mais il y a des fois, voilà, faut prendre un peu de risque par rapport à des tendances qui semblent quand même bien se dessiner. Et en France, on a c'est vrai, beaucoup de suspicions, hein, notamment le monde agricole, de temps en temps, en fait même état, hein, de relations entre un certain nombre de cancers et l'usage des produits phytosanitaires et notamment l'usage professionnel. Et on a assez peu, je dirais, d'études qui ont été jugées suffisamment robustes pour démontrer cette relation de cause à effet. Voilà, la seule peut-être molécule aujourd'hui qui a été sur la sellette et dont récemment là, et dont on a reconnu quand même les effets sur le monde agricole. Alors, ça ne concerne pas le territoire métropolitain, mais c'est les territoires ultramarins, je vais y arriver, avec la chlordécone, qui a été un pesticide chloré très longtemps utilisé pour lutter contre le charançon de la banane et qui est responsable, sans trop d'équivoque, de maladies professionnelles, cancer notamment, prostate, vessie, au niveau des ouvriers agricoles dans nos territoires ultramarins, Guadeloupe, Martinique et autres. Et en France, bon, il y a pas mal d'agriculteurs aujourd'hui qui se posent des questions sur les effets de la santé et de ces produits-là, hein. Là aussi, peut-être certains d'entre vous sont agriculteurs ou ont dans leur entourage des agriculteurs, et c'est vrai qu'un certain nombre de maladies aujourd'hui, notamment des systèmes digestifs, posent question par rapport à l'utilisation professionnelle de ces produits-là. Malheureusement, on n'a pas forcément des cohortes assez importantes à l'heure actuelle étudiées pour démontrer sans trop de soucis la relation entre l'usage de ces produits-là et les conséquences sur la santé
Là, je parle d'utilisateurs professionnels où aujourd'hui des cohortes de suivi se mettent en place pour justement mieux cerner les risques et comment protéger ces utilisations professionnelles de l'usage de ces molécules. Voilà. Mais là, je ne peux pas répondre à votre question et malheureusement, pas de collègues sérieux peuvent y répondre. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, M. Fagette. oui. D'après ce qu'on m'entend, ça renforcerait un petit peu l'idée que les agriculteurs passent à l'agriculture biologique. On peut en parler, là. Et est-ce que l'agriculture biologique utilise aussi des produits peut-être naturels qui ont peut-être des conséquences aussi sur la pollution? Par exemple, il y a des insecticides naturels comme le pyrètre ou la nicotine ou je ne sais quoi. Non, mais aujourd'hui, l'agriculture biologique, elle se pose pas mal de questions sur des produits qui sont autorisés, comme la bouillie bordelaise, le cuivre ou le soufre, Oui. hein, qui ne sont pas des produits, là aussi, anodins. Hein. Après, voilà, sur des produits naturels, il faut aussi penser que c'est des molécules chimiques, hein, comme des molécules de synthèse, hein, et que potentiellement, là aussi, elles peuvent avoir une action délétère sur le vivant. Et là aussi, on est aujourd'hui, bon, si on prend le cuivre, hein, on sait qu'on a pas mal de problèmes de contamination des sols avec, dans certaines régions, hein, notamment les régions d'arboriculture, les régions viticoles, et que ce cuivre-là, il ne se dégrade pas, lui, il s'accumule. Et quand il y a trop de cuivre dans le sol, forcément, on a des effets sur le sol et potentiellement sur ce qu'on veut y faire pousser dessus par la suite. On a pas mal de l'étude de l'INRA en France, hein, sur la reconversion des sols viticoles vers des sols grande culture, et malheureusement, il y a trop de cuivre pour pouvoir permettre de reconvertir ces sols vers des usages rentables sur de la culture de céréales ou autres. Donc oui, l'agriculture biologique emploie des produits chimiques, on va dire, pour lutter contre certains nuisibles, que ce soit des insectes, des mauvaises herbes ou autres, mais là aussi, il va falloir se poser la question de leur impact. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un produit dit naturel, ça reste avant tout une molécule chimique, hein, et une molécule chimique est potentiellement active. Alors, là aussi, le monde de l'agriculture biologique a pas mal réduit l'usage du soufre pour lutter, cuivre et soufre, hein, c'est pour lutter, c'est des fongicides, hein, c'est pour lutter contre les champignons, parce qu'on s'est rendu compte que là aussi, ça avait des effets délétères sur la faune auxiliaire, notamment le soufre, hein, que ça flinguait tout un tas d'insectes, parce que ce n'est pas sélectif, hein, malheureusement, qui avait un rôle plutôt important de lutte contre certaines autres invasions ou certains autres nuisibles. Merci. Pour moi, je ne le voyais pas. En plus, je ne sais pas si. Donc voilà, oui, le bio, il faut peut-être aussi regarder ce que ça utilise et quel sera l'impact ultérieur. Aujourd'hui, en agriculture biologique, il y a beaucoup d'agriculteurs, des exemples que je connais mieux, qui ne sont pas d'ici, dans d'autres régions, qui ont énormément réduit leur utilisation de soufre et de cuivre sur la vigne. Même en agriculture biologique, hein, je parle. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, a priori, non. Je ne vois plus de main levée. Ah oui, c'est vrai qu'avec Zoom, on peut lever la main. On peut lever la main, c'est ça. Peut-être comme à l'école. Bon. Il est 22h pile, donc ça va être l'heure de se quitter peut-être. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin, Gilles, ou
Non, bah, merci de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, que j'ai essayé d'être clair. Si par la suite vous avez besoin d'autres infos, bah, Merci à vous, c'était bien Guillaume clair. sait où me joindre. Je suis joignable. Hein, vous tapez mon nom, Université de Limoges, vous allez avoir mes coordonnées qui vont sortir. Voilà, donc les pesticides, bah, c'est quelque chose dont il faut s'occuper, hein, parce qu'on est quand même dans un endroit encore assez épargné dans la région, je trouve. Malheureusement, on n'est pas sur une trajectoire très favorable, je trouve, hein, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, et qu'il est sûrement temps d'agir et de se préoccuper du problème, alors sans interdire forcément les phytosanitaires partout et passer tout le monde au bio du jour au lendemain, hein. Mais il y a sûrement des démarches de progression, plutôt que d'avoir une trajectoire qui va dire qui est ascendante en termes de vente, etc., plutôt déjà la stabiliser et puis aller vers sa décroissance. Et pas forcément, je dirais, traiter 3 fois quand potentiellement 2 suffirait. Comme je vous l'ai montré sur les fermes défis, là, les derniers résultats montrent qu'on a quand même une marge de progression sans conséquence de production. Ce qui est important, ça va être d'accompagner le monde agricole à mettre en place d'autres méthodes de lutte contre les nuisibles et de leur expliquer que ça peut potentiellement marcher sans impacter leurs revenus. Forcément en ayant peut-être d'autres investissements dans du machinisme, etc., etc. Voilà. Donc la région, on est encore relativement épargné, mais pas sur une trajectoire favorable. Ça serait mon mot de la fin. Après, le volet économique, voilà, dans les exploitations est bien sûr primordial. Et c'est sûr que la PAC aussi, la politique agricole commune, influence et peut influencer les pratiques agricoles. Donc, on est en période de réforme de cette prochaine PAC. On espère aussi des mesures qui vont permettre une transition plus favorable en matière d'utilisation des produits phytosanitaires. D'avoir, oui, les bons leviers pour pouvoir agir et casser la dynamique qui est soit de basse, disons, en termes d'impact par rapport à d'autres régions, mais qui progresse. Et si on ne fait rien, peut-être que dans 10 ou 20 ans, on aura malheureusement rejoint un certain nombre de régions en termes de problématiques, avec des quantités de phytosanitaires qui circulent dans les eaux de 1, 2, 3 microgrammes par litre, et puis toutes les conséquences que ça a sur la qualité des milieux, sur l'image des régions aussi, hein. Voilà, il ne faut pas se le cacher. Et puis sur tous les usages de l'eau, l'eau potable est sûrement l'usage, je dirais, le plus prégnant, et on a suffisamment de problèmes quantitatifs à gérer aujourd'hui dans la région sans y ajouter des problèmes qualitatifs par-dessus. Là, au niveau du parc, là, on a en partenariat, enfin, l'Agence de l'eau a développé des PSE, paiements pour services environnementaux, liés à la qualité de l'eau, qui prennent en compte, donc il y a différents indicateurs qui prennent en compte notamment les IFT, les indices de fréquence de traitement, les infrastructures agroécologiques, etc. Je trouve que l'outil est intéressant parce que déjà, il amène la connaissance, la réflexion sur ce sujet-là, et que l'agriculteur va avoir une rémunération en fonction de ces indicateurs. Donc, moins il traitera, plus ça sera en faveur de la qualité de l'eau, plus il sera rémunéré. Donc ça, je pense, tout à fait. Je pense que ce qu'on a un peu oublié au niveau des exploitations aujourd'hui, c'est l'aspect rentabilité économique, et que le traitement phytosanitaire, ça coûte le produit, ça coûte le temps de le passer. Hein, et donc, moins d'utiliser, c'est des gens gagner du temps à ce niveau-là, gagner de l'argent. Et quid d'une perte de rendement de quelques pourcents vs un gain économique sur l'achat du temps et du matériel. Bon, voilà, c'est vrai qu'on a poussé notre système agricole au productivisme pour différentes raisons. Peut-être en perdant de vue le facteur rentabilité optimale de l'exploitation, qui n'est peut-être pas à l'endroit où on a placé le curseur aujourd'hui. Donc, c'est vrai que des leviers comme ça, sur les IFT, si vous passez si je prends la pomiculture, je crois que dans la région, ils doivent être à des IFT de l'ordre de 31 ou 32. Ils sont déjà un peu meilleurs que
que l'indice national qui va être de 34 ou 35. Bon, bah, c'est toujours ça de gagner. Hein. Mais maintenant, bah, peut-être que si on peut descendre à 25, c'est pas plus mal, quitte à perdre 5-10% de la récolte en pommes, parce que bah, oui, il y aura eu moins de traitement. Donc, si on est capable de le compenser ou d'avoir des outils qui le compensent, sûrement que ça incitera peut-être un certain nombre d'agriculteurs à basculer. Hein, C'est ça. peut-être que le tout biologique est utopique, pour répondre à une remarque de tout à l'heure. Hein, par contre, d'avoir du très raisonné assez systématique, c'est peut-être pas non plus. C'est sûrement une première étape qui est peut-être assez facile à mettre en place. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, Gilles, pour cette nouvelle intervention. On voit bien le sujet est complexe, mais voilà, tu as su l'aborder avec la simplicité. Mais bon, ça demanderait encore on pourrait détailler pas mal de sujets à l'intérieur de celui-là. En tout cas, voilà, c'était très intéressant. Et on pourra peut-être à l'occasion refaire une Il faut session. réfléchir à quelque chose pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. Sur la qualité de l'eau, on avait parlé de l'aluminium, de tout ce qui est voilà, d'autres molécules qu'on peut retrouver dans l'eau. Sur les problématiques, je dirais, de la région liée au parc, oui, surtout une fois de plus, hein, sur la partie granit, les problématiques aluminium, hein, là aussi, qui sont peut-être des choses pas très connues, en lien avec, on va dire, la forêt trop intensive. Ça peut être l'objet de quelque chose là qu'on connaît pas mal aussi, quoi. D'arsenic aussi, qu'on retrouve régulièrement, qui peut être problématique pour les captages d'eau potable. On peut parler d'arsenic aussi, hein, ça ne me gêne pas. Là aussi, on travaille encore dessus. Hein. Alors, on ne travaille pas dans la région actuellement sur l'arsenic, on travaille sur le haut-bassin de l'Ariège. Ah oui. L'agence de l'eau de Haute-Garonne est venue nous chercher pour une problématique transfrontalière entre l'Andorre, la France et l'Espagne sur des problèmes d'arsenic, pareil, dans une région qui est granitique et qui est donc avec un fond géochimique en métaux assez riche. Et dont l'arsenic, là aussi, est un élément relativement abondant. Moins que chez nous, quand même, franchement. Mais, on a la palme. Bon, voilà, le Limousin a un peu la palme au niveau national, hein, en bruit de fond lié à l'arsenic. Hein, puisque là, nous, c'est plusieurs dizaines de milligrammes par litre, hein, microgrammes par litre, pardon. Je ne vais pas avec les unités ce soir. Qui peuvent circuler sans forcément présenter un risque. Oui, ça peut être partie, oui, de choses thématiques, l'arsenic. Puis en plus, l'arsenic, c'est pas mal en lien avec ce qui peut se passer dans les zones humides. Tiens. Okay. Parce que l'arsenic, les zones humides peuvent le fixer, mais aussi le relarguer. Les étangs aussi. Les étangs, voilà, tout ce qui va être dans des milieux qui vont passer de phase aérée à des phases anoxiques vont être des milieux qui vont pouvoir, suivant le moment de l'année, fixer ou relarguer de l'élément. Voilà. Ok, on retravaillera tout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci aux participants aussi d'être venus assez nombreux. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. On vous enverra les comptes rendus. Je vais couper l'enregistrement et à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Ciao.